Bienvenue à la vie sociale. Je sais que t'aimes ça quand je chante pour commencer les épisodes. J'aime ça, c'est doux à mes oreilles. C'est parce que les gens commencent l'épisode en matinée, c'est le fun dans l'auto, ça fait du bien. C'est vrai, bon matin. Bon à matin tout le monde. à ceux qui nous écoutent, puis c'est le matin. Sinon, ben, Bonjour, bon après-midi. Camille, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, t'es magnifique aujourd'hui. Je suis contente de te retrouver. Ben moi aussi, c'est parce que ce que vous savez pas, parce qu'à la maison, c'est pas le. Quand vous nous écoutez, vous vous rendez pas compte de ça, mais des fois, on prend des pauses de tournage. C'est vrai. On est là chaque semaine avec vous, mais des fois, on n'est juste pas là en studio pendant longtemps. Et là, ça fait un petit bout. 3-4 semaines quand même qu'on Ouais. s'est pas assis ici à Exact. parler et tout. Fait qu'on s'est pas vu une fois depuis 4 semaines. Non, ça n'est pas vrai. Puis là, on est ici aujourd'hui. Et je dois dire aujourd'hui que c'est un épisode très spécial parce que Oui, vous nous parlez d'elle depuis le tout début. 2 ans, en fait. Ouais. Vous nous demandez de la recevoir. Et là, vous l'avez vu dans le titre, c'est Sarah Maud Beauchamp qui Oui. est avec nous et vous nous avez tellement parlé de plein de thématiques que vous voulez qu'on aborde et je pense que ça va être la personne idéale. Mais juste Oui. avant, l'épisode est présenté par qui, mon beau Carl? Matelas Bonheur, nos chéris de chez Matelas Bonheur, on les aime beaucoup. Parce on dort que- bien grâce à eux. Oui, et là, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Donc là, pour avoir un sommeil optimal et réparateur, ben il faut s'assurer de dormir au frais. Oui. Et je sais qu'il y a quelques personnes qui ne dorment pas avec un ventilateur ou l'air climatisé, comme monsieur Moi. ici Hardy. Ouais, Donc, jamais. j'ai un petit quiz pour toi, Oui, OK. Ben, pour t'aider à choisir des meilleurs matériaux pour rester au frais OK. pour les nuits estivales. OK, vas-y. Donc, quel est le meilleur choix pour te garder au frais? Une couette en laine ou une couette en microfibre? Ben, je dirais microfibre. Faux. Ah! Non, une couette en laine. Donc, la laine est en réalité très respirante et aide à réguler, mon Dieu, la température en évacuant l'humidité. Ah ouais. Ouais. Mon Dieu, je savais pas ça. Mais j'ignorais aussi. Mais souvent, j'ai pas besoin de couverte en été parce que le chat est déjà partout sur moi. Le chat, il dort direct sur moi. Fait Fait que qu'un pelage d'animal, ça marche ça? le pelage de scar. Le pelage de Scar. Un oreiller en mousse mémoire ou un oreiller en gel? Mais c'est des questions quand même difficiles. Oui, je là. sais, mais tu sais, je suis pas un professionnel. C'est pour ça qu'il faut aller chez Matelas Bonheur pour parler avec des conseillers. Je dirais oreiller de gel, Oui, en gel. oui. Surtout, eux, ils ont l'oreiller en gel de la marque Technogel qui est conçu OK. pour évacuer la chaleur et te garder au frais toute la nuit. Ah! Et pour terminer, drap en polyester ou drap 100% coton? Polyester. Non. 100% coton. Alors, pourquoi le coton? Ça permet une meilleure circulation de l'air et évacue l'humidité, offrant ainsi une sensation de fraîcheur. Wow! Et ça, ce sont de beaux produits qui sont disponibles chez Matelas Bonheur. Vous pouvez vous les procurer à n'importe quel instant pour un été de rêve. Avec notre code promo, qui est La vie sociale, tout pour... ensemble. c'est 15 non? Oui, c'est 10%, ça. Mais en tout cas, c'est un rabais exclusif C'est un en rabais, ligne. Oui, et profitez-en parce que nous, on en a profité. On dort avec du Matelas Bonheur en tout temps. Donc, voilà, on est beau. On est cute. Alors, ça marche. Bien dormir. C'est important de bien dormir. Sur ce, Bon épisode. bon épisode, Camille. Donc aujourd'hui, on reçoit Sarah Maud Beauchamp. Et là, on a toujours une petite description pour décrire un peu les personnes qui sont assises avec nous. Donc, j'ai ici autrice, scénariste, comédienne, artiste, suivie par près de 60 000 personnes. On l'a connue beaucoup grâce à Cœur de Slush, Les Fourchettes, Faire la romance. Je dirais même ici que tu es une voix nécessaire et importante chez les ados et les adultes. Tu nous fais réfléchir grâce à tes mots, tes images. Sarah Maud Beauchamp, merci d'être avec nous. C'est fin, ça. C'était-tu vrai ce qu'on a dit? C'était-tu C'est quand vrai. même... Absolument. J'ai de la difficulté des fois à me dire artiste, OK, parce que c'est comme un gros mot intimidant. Ouais. mais ça l'englobe beaucoup de choses. Mais tu sais. je le prends. Là, Mais quand moi, je on- trouve que tu es artiste. Ben c'est oui. gentil. T'écris, tu joues. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est juste comme, il y a beaucoup de symbolique autour de ce mot-là. Puis des fois, je suis comme, je suis peut-être pas tant ça. Mais je le prends, c'est pas une insulte du C'est tout. quoi parmi tous les titres là-dedans qu'on a dit qui est ton préféré? Ben, c'est sûr que quand on dit que je suis une voix, c'est un immense compliment. Là. Je le dirais jamais de moi-même. Mais ça me fait toujours un grand velours parce que je me dis que ça sert à quelque chose, que je fais œuvre utile, que tous les outils que je prends, ben ça fait son chemin. Donc, ça me flatte dans le bon sens. On est content que tu sois là parce que honnêtement, on l'a dit, mais il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé Ah oui. ta présence. C'est bien Oui. le fun. Et ça fait 1 an qu'on essaye, puis Oui. finalement, on est comme le chat et la souris, ça marche Oui. jamais, mais là, finalement, on est là, fait qu'on est vraiment content que tu Il y a sois aussi là. que je fais pas beaucoup de balado parce que je parle trop, puis là, je regrette d'avoir trop dit de choses après. Fait que des Mais on fois, dirait que j'y crois pas, genre. Ah ouais, quand même. Ah ouais, hein? Des fois, tu te laisses aller. Ben, puis, je suis vraiment
pas une personne pudique, donc il y a comme rien qui me gêne. OK. Donc, puis j'ai pas la langue dans ma poche, donc des fois, ça part de tous les côtés. Ben, c'est ça qu'on aime ici. Ouais, je ça vais essayer qu'on de me aime. gérer un petit peu. Nous, on veut pas que tu te gères, Sarah Maud. Bon pour vous, mais pas pour moi. Ça fait vraiment longtemps qu'on se fait demander que tu sois ici. Moi, je dois te dire que je suis très content que tu sois ici parce que je t'aime beaucoup. Et je dois dire que quand on dit que tu es une voix pour les ados puis les adultes, moi, je pense que tu es une voix pour tout le monde en général, autant les femmes que les hommes. Et ce que tu fais, ça résonne beaucoup chez moi. Je pense que ça rejoint beaucoup les hommes gays aussi. Bon, là, je parle pour les hommes gays. Là, on est tous différents, oui, effectivement. Mais pour moi, je pense que ça nous rejoint beaucoup parce que c'est des thématiques les thématiques que tu abordes, c'est des thématiques qu'on vit aussi. Puis c'est des choses auxquelles on est confronté tout le temps, tu sais. Puis tous les objets, là, tu sais, comme là, j'en ai un ici, faire la romance, là, mais que ce soit les fourchettes ou même les séries que tu as faites, je trouve que c'est des outils qui sont là pour tout le monde, accessibles pour tout le monde, qu'on peut aller chercher des réponses ou peut-être aller comme créer une réflexion, réfléchir un peu plus. Puis merci. Aïe, c'est tellement... J'ai des gros frissons. J'allais me faire pleurer ce matin après la première minute. Ça me touche vraiment beaucoup. Mais je le pense pour vrai. Mais c'est important pour moi d'être inclusive, puis je pense que ça passe par le fait que j'aime parler des émotions, puis que j'aime parler de vulnérabilité, puis j'aime parler des choses qui sont parfois un petit peu tabous dans le côté émotif, relationnel, d'amour-propre, tout ça. Fait que tu me dises ça, puis que tu te sentes interpellée par ce que je dis, moi, ça me donne envie de continuer. Mais je pense que c'est parce qu'on le sent à travers tes œuvres que l'inclusion, c'est important pour toi. Ça a toujours été toute ta vie? Ben, c'est sûr que plus je commence à avoir une voix, plus je le sais à quel point c'est important. Tu sais, moi, je viens quand même, je suis une femme blanche, je viens d'un milieu où j'ai eu beaucoup de belles choses, beaucoup d'ouverture. Je le sais que je suis privilégiée. Fait que c'est sûr qu'au départ, moi, je parlais pour mon petit nombril. Puis plus je rencontre des gens, plus je me fais lire, plus j'ai un certain impact, plus je me rends compte que il faut absolument que je sois pertinente, pas juste pour moi, là, ça, c'est sûr. Fait que l'espèce de petit nombril, ben, il se détache un peu, puis je me sens de plus en plus pertinente et heureuse dans ce que je fais en étant de plus en plus ouverte aux autres, là, ça, c'est sûr. Wow, c'est beau, ça, ce que tu dis. Vraiment. Parce que je te reconnais là-dedans Ben aussi. oui, c'est ça, c'est fou parce que j'écoutais justement les épisodes de Belle Fleur, puis ton rôle là-dedans, c'est un rôle, je pense qu'on te voit quand même assez souvent parce que tu as quand même souvent exprimé, bon, la non-maternité, la maternité, surtout avec ton livre Faire la romance, puis dans cette série-là, tu joues une femme qui en veut pas. Puis moi, ça a longtemps été un discours que j'ai porté et que je porte encore. Fait que oui, je me reconnais beaucoup en toi, puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se reconnaissent en toi. Puis moi, je me demandais aussi, c'est quand tu te rappelles-tu, mettons, de la première fois où tu as exprimé quelque chose puis tu as vraiment senti un effet? Tu sais, que le monde a fait « Oh mon Dieu », je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, comme la première fois que tu as exprimé quelque chose, que ce soit sur ça ou sur d'autres choses, puis que tu as vu vraiment le retour des gens qui ont fait comme... que tu avais un impact, tu sais, que tu as réalisé que tu avais un impact. Bien, c'est sûr que je peux pas passer sous silence toute l'époque, le blog Les Fourchettes. C'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé dans le milieu, c'est comme ça que j'ai commencé à être plus connue. Puis c'est là que, on dirait que moi, c'était un blog où j'écrivais un peu mes états d'âme, des nouvelles. C'était comme un journal intime. C'est vraiment comme un journal intime. Puis c'était très... sans que je le veuille vraiment, c'était très assumé dans ma sexualité, dans ma sensualité. Puis je pense que d'entendre parler une jeune femme de sensualité ouvertement, sans slut-shaming, juste en étant comme littéraire, poétique et dans l'autofiction, de parler du fait que je fais l'amour, que je suis une fille de 20 quelques années qui fait l'amour souvent, qui des fois le fait mal, des fois le fait bien. On dirait que c'était comme si les gens me communiquaient que c'était pas juste sexy de lire ça, que c'était pertinent. Ouais. Fait que c'est sûr que l'impact du blog puis de cette voix-là qui était la mienne, et très, très intime, ben c'est comme là que j'ai compris que de parler d'une femme qui s'assume dans sa sexualité, ça intrigue, mais ça dérange, puis ça fait parler, mais aussi ça rassure. Parce que de lire qu'une femme est bien dans sa peau ou doute ou se pose des questions ou est imparfaite dans sa sexualité puis sa sensualité, ben en tant que femme ou homme gay ou peu importe, ça fait du bien de se dire moi aussi, quand je fais l'amour, j'aime pas tout le temps ça. Ou moi aussi, j'aime vraiment ça, faire l'amour des fois. Ou tu sais, dans le positif comme dans le négatif, je pense que c'est là que ma voix est comme assez comme
c'est comme formé, c'est comme créé. Ben, c'est vraiment beau. J'aime vraiment. Je trouve que c'est exactement ça, en fait. Ouais. Tu réponds bien pour toi-même parce que c'est vrai que les femmes sexuelles dérangent ou les femmes qui parlent de sexualité dérangent. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris parce que moi, c'est les femmes que j'aime le plus sont comme ça. Donc, ben, c'est vrai, c'est une réalité. On en a parlé au début de la saison aussi avec Camille Aumont-Carnel qui est venue ici. Puis au spectacle de Madonna en janvier, il y avait un long numéro où elle simulait la masturbation avec une autre femme sur scène. Et c'est un numéro qui a énormément dérangé tout au long de la tournée. Puis ça a été viral partout. Puis parce que ça dérange de voir, premièrement, une femme s'assumer dans sa sexualité, mais une femme de cet âge-là encore plus. Donc, ça vient encore prouver qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et je trouve que pour ce qui est des hommes gays, c'est quand même la même chose. Tu sais, de dire, mettons que moi, je dis comme ça, j'aime faire l'amour, j'aime ça, faire l'amour peut-être avec plusieurs hommes. Peut-être que j'aime ça, faire ça. Ça dérange quand même de dire ça aussi dans ma position à moi. Fait que je pense que les fourchettes, c'était ça. Mais moi, les fourchettes, pour moi, c'est... Souvent, quand je lisais ça, c'était comme si c'était moi qui parlais. Je suis contente que je trouve que c'est quelque chose qui était très relatable. Ouais. Et c'est quelque chose qui... c'est comme si, enfin, les vrais mots étaient dits, genre. C'est comme si on avait comme pas peur de vraiment dire c'était quoi la vingtaine, tu sais. Puis les peurs, puis les réflexions qui se passent dans notre tête, dans notre vingtaine, puis... Là, tu es dans la trentaine. Tu l'as dit tantôt. Tu as 34. Dans le fond, on est proche. J'ai 33. 32. 34. J'arrive dans le 33. Alors là, on est en plein trentaine et tout ça. Est-ce que tu juges que tu as vécu comme une crise existentielle dans la vingtaine? Je dirais pas que c'était une crise existentielle. Je pense que c'était juste la vingtaine. On se fait souvent dire que l'adolescence, c'est pour se trouver, puis se poser des questions, puis être mêlé, puis trouver son chemin, puis que la vingtaine... T'es supposé d'avoir trouvé un peu c'était quoi ta vocation, ta personnalité, qui t'aime, qu'est-ce que tu veux dans la vie. Puis moi, on dirait que je me suis rendu compte que dans la vingtaine, hey, mon Dieu, j'étais bien plus mêlée qu'à 16 ans. Là. On dirait que tout était possible, tout était compliqué, tout était, tu sais, les émotions. Tu sais, moi, c'est surtout en lien aussi avec mes émotions, puis par rapport à mes relations avec les hommes aussi. C'est pas vrai que ça s'améliore dans la vingtaine, les relations hétérosexuelles, c'est compliqué. Moi, j'étais confrontée à des hommes qui étaient pas capables de travailler sur eux-mêmes. Puis je me disais, mais voyons, il me semble on est assez vieux là, pour se comprendre puis communiquer. Puis j'étais toujours très... je me butais beaucoup contre un manque de communication, un manque d'éducation sexuelle, un manque d'éducation émotionnelle. Fait que ça a fait que ma vingtaine était chaotique, là, mais chaotique douce, là, dans le sens, encore une fois, je suis tellement privilégiée que c'était on parle de troubles émotifs, d'épopées. Ça serait des relations. Exact, c'est ça. Fait que pour moi, la vingtaine, ça a été vraiment là que j'ai appris à me connaître puis à m'assumer aussi parce qu'on saillit longtemps. C'est vrai, ça. C'est encore un travail pour eux. Oui, puis tu sais, là, moi, la trentaine me fait du bien, la campagne me fait du bien, ma situation... autant dans ma situation de travail, je suis tellement confortable, je me sens à la bonne place, puis dans ma vie émotionnelle aussi, mais ça reste que c'est arrivé tard, selon ce qu'on s'est fait dire. Fait que ma crise existentielle, je pense que ma crise existentielle, c'est faire la romance plutôt. Vraiment. La question de la maternité, ça a été pour moi la grosse crise existentielle que j'ai eue. Oui, ben je pense qu'on l'a ici parce que nous, on aime ça quote les gens. Oui, c'est vrai. Et je pense, tu as dit... On a tellement de quotes, oui, c'est ça. Parce qu'on a plein de quotes de toi, parce que j'aime ce que tu dis. Être mère ou ne pas être mère, c'est pour moi une quête identitaire et c'est la plus grande question de ma vie. Et cette question-là, est-ce que tu l'avais pas, j'imagine, au début de la vingtaine ou c'est une question que tu as... C'est arrivé quand, cette question-là, dans ta vie? C'est drôle parce que j'ai fait ce constat-là récemment. J'ai toujours dit que je voulais pas d'enfant. Toute ta vie? Toute ma vie. Toute ma vie, à partir du moment où tu commences à comprendre. Mais donc, ma vingtaine, dès que je rencontrais un partenaire, j'étais comme, moi, en tout cas, je veux pas d'enfant. Dans les médias, je disais que je voulais pas d'enfant. C'était comme clair, assumé. C'était très intransigeant comme décision. J'ai même écrit la saison 3 de Fourchette, qui est par rapport à moi qui se fait une ligature tubaire, qui assume qu'il veut pas d'enfant. Tu sais, c'est très, très assumé. Puis ça, je l'ai écrit vers, mettons, 28 ans, là, la saison 3 de Fourchette, encore une fois dans ma tête, bien clair, je veux pas d'enfant. Puis quand est arrivé 30 ans, je me suis rendu compte que j'y avais jamais vraiment réfléchi.
Mais j'ai l'air d'être la fille qui y a vraiment réfléchi, mais j'y avais jamais réellement pensé. J'avais jamais mesuré l'ampleur de cette question-là avant la trentaine. Donc, j'ai pas menti à personne. Inquiétez-vous pas, j'y crois encore, mais ça m'a pris faire la romance pour prendre le temps de vraiment y penser puis me laisser le droit d'être ambivalente. Ouais. Parce que ça me sécurisait d'être très intransigeante puis de dire non, j'en veux pas parce que je me bloquais de la réflexion. Je voulais pas aller dans la réflexion. Ouais, je suis parce pareil. que c'était trop confrontant. Ouais. Donc, d'être cette fille-là qui l'assume publiquement, qui écrit une série complète là-dessus, ça me sécurisait parce que ça m'empêchait de trop y penser. Puis là, quand je suis tombée amoureuse à 30 ans d'un homme qui me faisait sentir en sécurité, puis là, c'est là que ça a provoqué des questions que je voulais pas qui arrivent dans ma vie. Puis c'est vraiment ce livre-là qui m'a permis de vraiment faire mon vrai chemin puis ma vraie réflexion. Mais avant... c'était un peu comme si c'était un statement politique, là, ouais, c'est ça. C'était vraiment un statement politique, quasiment, parce que c'était dans la révolte aussi, c'était dans je veux pas me soumettre à ça, je veux avoir le choix. Prendre contrôle puis, aussi. Vous allez pouvoir mieux répondre, là. Vous allez pouvoir répondre à cette question-là, mais qu'est-ce qui est d'insécurisant à penser ça, mettons? Pourquoi vous vouliez pas aller dans cette réflexion-là à propos d'avoir des enfants dans votre vingtaine, mettons? Ou Moi, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur, tu sais? Moi, je pense que c'était vraiment le fait de, ne pas savoir, parce que pour moi, c'est perdre le contrôle d'avoir un enfant, tu sais. De savoir que ma vie est faite, puis que j'ai mon chum, puis mon chien, puis ma maison, puis que j'ai pas besoin de changer ma vie. Moi, je pense que c'est le changement qui me fait vraiment peur, parce que je le sais que ça change du tout au tout. Là. Tu n'es plus la personne la plus importante dans ta vie. Là. Ça devient ton enfant. Puis je trouve ça merveilleux. Mais moi, c'est vraiment ce changement-là qui me terrifie. Ouais. Et de me dire, justement, un peu comme toi, toute ma vie, j'ai dit que j'en voulais pas. Je l'ai dit à mes parents. Ma mère, elle sait que j'en aurais pas. Puis c'est de faire le deuil aussi de plusieurs choses d'en avoir un, tu sais. Ouais. Puis absolument. de faire le deuil de peut-être avoir moins de temps pour soi, de faire le deuil d'avoir pu la liberté puis la spontanéité que tu as habituellement. Moi, je suis une fille qui a tellement de choses qui se passent dans ma vie. Je suis jamais chez nous, je suis tout le temps partie. J'ai peur de m'ennuyer de ça, tu sais. Quand je vois mes amis qui ont des enfants qui sont comme « Ah, tu sais, ma vie avant enfant, je m'ennuie de ça, tu sais. » Puis je suis comme... J'ai peur, tu sais. Ouais. Moi, j'ai peur je veux pas dire regretter, mais... J'ai peur d'avoir flanché puis décider d'en avoir un pour finalement juste plaire pour un peu ce que la société veut ou les gens autour de moi, tu sais. Oui, puis ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que c'est tellement plus noble dans la société de dire « Je vais avoir un enfant, c'est un don de soi, je vais me commettre, je vais être... » je vais plonger dans la maternité, je vais m'oublier. T'sais, souvent, on dit comment avoir un enfant, ça nous enlève notre lunette égocentrique. Puis c'est tellement noble, ces choses-là, puis c'est merveilleux, puis wow, les parents ont toute mon admiration. Mais quand nous, les femmes sans enfants, on dit qu'on tient à notre liberté, à notre spontanéité, à notre temps, à notre indépendance, c'est moins noble, selon la société, de dire ça, tu sais. Mais quand on y pense, notre liberté, là, c'est pas mal la chose la plus importante au monde. Vivre notre vie authentique, s'appartenir, vivre de notre passion. Moi, je le sais, si j'avais eu un enfant, j'aurais moins écrit, mais écrire, c'est ma vie. Je peux pas être heureuse sans l'écriture. Donc, faut vraiment, c'est dur pour les femmes qui veulent pas d'enfants d'assumer ces caractéristiques-là, tu sais, parce qu'elles sont aussi nobles, mais c'est juste que selon la société, c'est moins cool de dire comment moi j'aime mieux comme faire une sieste l'après-midi toute seule, ou faire l'amour l'après-midi, ou aller en vacances, ou écrire un poème. Donc, c'est sûr qu'il faut comme se battre contre ces caractéristiques-là qui sont peut-être moins, je dis cool et nobles, c'est peut-être pas les bons mots, mais... je comprends ce que tu veux dire, Puis moi, on dirait que c'est plus récemment vraiment que je pense à ça souvent à cause d'elle, parce qu'elle m'en parle de plus en plus, puis parce que je vois les gens autour poser des questions. Tu sais, c'est comme si quand tu arrives à un certain moment de ta vie où genre, là, t'as un chum, là, ça fait longtemps, là, t'as une maison, là, le bébé, il arrive quand, tu sais. Puis je sais qu'elle n'en veut pas. Et moi, on ne pose pas cette question-là. Ouais. Tu sais, moi, on me demande jamais c'est quand l'enfant qui... Tu sais, on m'en pose pas. T'as un chum, je sais pas si c'est un chum, mais mettons non, quelqu'un... oui, mais
mettons que je serais dans la même situation qu'elle, j'ai l'impression qu'on ne me la poserait pas. Ben non, absolument pas. Et là, c'est là que ça me fait réfléchir à dire, ben mon Dieu, c'est fou à quel point cette pression-là, c'est lourd. Ben, une femme sert à quoi si elle n'est pas mère? C'est ça aussi. Ouais. Elle sert à 1000 autres choses. Moi. Mais la question, c'est ça que les gens se posent quand on me croise dans la rue, puis avant que je sorte un livre, évidemment, puis qu'on me demandait, « Hey, maintenant, parce que j'ai été célibataire vraiment longtemps avant de rencontrer mon copain. « Hey, t'es amoureuse? Wow, voulez-vous des enfants? » C'est toujours ça en premier, ben on oui, dirait. parce que c'est impensable d'imaginer une femme qui va vivre jusqu'à 90 ans sans donner la vie. Mais mon Dieu, que je vais être dans le jus pareil. Là. Toi aussi, 100%. tu vas être dans le jus pareil. Ça te là. fait-tu peur des fois Moi, en fait, ma plus grande peur, c'est d'arriver à 50 ans et faire bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu sais, il me semble, j'aurais peut-être aimé ça avoir des petites personnes alentour de la table. Moi, c'est ça qui me fait peur. Rendu à 50, 60 ans, quand je vois, mettons, ma belle-mère voir, tu sais, avec une famille, puis tout ça, puis je me dis, je sais pas. J'ai l'impression que c'est Mais comme... ça serait-tu non plus, ça serait de le faire parce que plus t'as peur tard. de la solitude plus Ouais. tard. Ben oui, Ouais, puis ben c'est ça. C'est pas une bonne raison. On Ben, peut je pas sais. vivre comme ça. Je Je dis, sais. non, Non. mais dans 10 ans, si je fais ce move-là, je vais peut-être être malheureuse. C'est là, est-ce que je suis heureuse? Ouais. Puis tu le dis toi-même, t'es dans le jus, tu fais plein d'affaires, t'es une personne que dans ta personnalité, tu remplis tes journées. Tu vas t'organiser à 50 ans pour remplir tes journées de choses qui te rendent heureuse aussi. Mon Dieu, je suis en thérapie en ce moment. Super. Ben, c'est vrai. J'ai moi, je aucune trouve. formation. Personne ici a de C'est formation. très important de Mais toi, c'était de quoi, le mettons, mentionner. tes peurs ou tes inquiétudes ou t'en as-tu, tu sais? En fait, pourquoi ce questionnement-là est revenu? J'imagine que, parce que tu l'as dit souvent, que tu t'es jamais vraiment senti en sécurité avec des hommes dans ta vingtaine. Puis ça fait qu'effectivement, qu'on se sent pas en sécurité, on n'a pas envie d'avoir des enfants ou de faire des choses plus sérieuses, d'aller plus loin dans nos relations. Mais t'es tombé en amour avec quelqu'un qui te faisait sentir en sécurité, tu te sens... Et là, le questionnement revient, mais j'ai l'impression qu'il est revenu vraiment pour toi. Il est revenu à l'intérieur de toi. C'est pas les gens autour de toi Non, qui te... non. Ça part de toujours toi. fait abstraction des questions des gens. Ah ouais, hein? C'est même que ça me motive encore plus. Posez-moi les questions, Oui. je vais Ah ouais. vous mettre à votre place. Mais tu sais, c'est comme une double question. Là. Moi, mes peurs, mes petits regrets résident dans le fait, c'est bizarre, là. Moi, c'est pas la solitude, j'adore être seule. J'adore être seule. J'ai vraiment travaillé fort pour être bien toute seule, mais maintenant, j'adore ça. C'est plus par rapport à mon corps, j'aurais vraiment aimé ça être enceinte. De vivre Ouais, l'expérience. physiquement. Tu sais, mettons, tout le deuil de faire un test de grossesse qui soit positif, d'être heureuse, de l'annoncer à ton partenaire, d'être fébrile, de voir mon corps changer, de ressentir les changements, accoucher, même si c'est terrifiant. Je suis comme, je vivrai jamais ça à l'été. Oh my God. Je vois ma sœur allaiter, mes amis allaiter, je braille à chaque fois. Je trouve ça tellement hot. Je trouve ça tellement beau, comme je sais que je vais pas le vivre. Ça me fait de la peine. Mais quand je pense à toutes les choses, toutes les possibilités qui s'accumulent devant moi, ça me rassure beaucoup. Puis moi, la solitude, plus tard, elle me réjouit même. Là, Okay. moi, je vois ma mère qui est comblée dans sa maternité, puis maintenant, elle est grand-mère, puis elle est tellement heureuse là-dedans, mais elle est tout le temps inquiète. C'est vrai. Elle est tout le temps inquiète. Ouais. Elle a toujours peur pour nous. C'est drainant, là. Ça la quittera jamais, toute sa vie. Jamais. Fait que moi, c'est un peu le contraire. C'est comme, c'est dans le maintenant que j'ai des petits regrets. Puis plus tard, je suis comme, tu sais. Puis aussi, on pense souvent comme, on va mourir tout seul si on n'a pas nos enfants, mais le nombre de personnes âgées dans les CHSLD qui meurent seules parce que Même leurs si- enfants vont pas les Ouais, visiter, parce ben que oui. c'est plate, puis parce que c'est confrontant, puis parce que c'est compliqué, puis que la vie va vite. Je veux dire, on parlera des préposés aux bénéficiaires qui nous diraient à quel point ben les oui. gens vieillissants sont seuls. Absolument. Je serais curieuse de leur poser la question, est-ce que les gens qui sont les moins seuls, ce sont des gens que c'est leurs amis qui ont entretenu leur groupe d'amis, qui créent des liens d'amitié avec des gens autour d'eux qui sont les moins seuls, peut-être. Tu sais. Puis moi, c'est pour ça que l'amitié, c'est ma survie. Tu sais. Ben, c'est le Belle-Fleur, ça parle de ça aussi, Ouais. tu sais. Puis c'est quoi ta thèse que tu fais là-dedans? C'est genre, mon personnage fait un doctorat et ma thèse de doctorat, c'est l'acharnement des familles québécoises, tissé serré, le grand mensonge des liens de sang. C'est ça. C'est inventé de toutes pièces, évidemment. Mais c'est parti de conversations que j'ai eues avec des amis, dont avec des femmes qui n'ont pas d'enfants, sur l'acharnement qu'on a à valoriser la famille biologique. Là. La famille de sang, ouais. La famille de sang. Hey, le nombre d'histoires de gens autour de nous qui se font chier avec leur famille, là. Puis qui s'acharnent, puis ça leur crée des traumas, des L'anxiété, malaises, ouais. de la solitude négative, de l'anxiété.
hey, je veux dire, c'est pas la fin du monde, là. Comme je sais que c'est controversé, là, mais moi, les liens d'amitié que j'ai avec certaines personnes, c'est les liens qui me font le plus du bien, puis il y a certains liens de sang qui ne sont que toxiques pour des gens. Absolument. Puis c'est pas grave, ça peut être, tu sais, le laisser aller dans ce temps-là, je pense qu'il est nécessaire. Puis encore une fois, je suis pas psy, mais il me semble que si j'étais psy, je conseillerais un petit peu de distance par rapport à ces liens de sang-là. Mais encore une fois, la maternité et l'amitié, c'est pas quelque chose qui est très, très, très en symbiose. C'est normal de perdre des amis, de s'éloigner parce qu'elles ont des enfants, ou même mon chum, sa fille, lui, est plus vieille, fait que maintenant, il a le temps d'entretenir ses amitiés, mais il y a eu un moment dans sa vie où les jeunes parents, leur priorité, c'est pas de faire des parties, là. Non. C'est pas de prendre un café, 3 heures là, pour une vraie discussion dans le blanc des yeux. Là. Il y a peu de parents qui ont 3 heures de libre. Là. C'est normal, puis ils ont toute mon admiration pour ça. Moi, by the way, j'ai full de temps. Si jamais. On peut en avoir des bonnes conversations. Absolument. Avec toi. Prendre des bons cafés. Exact. Non, mais tu sais, je pense à ça. Puis mettons, si demain matin, je tombe enceinte puis j'ai un enfant, tu sais, notre relation serait complètement différente. C'est normal. Ben oui. Puis moi, mais en c'est même ça temps, qui ça me fait fait de peur. la peine. Ben, c'est ça. Ben oui. Vraiment. Moi, quand une amie m'annonce qu'elle est enceinte, je braille pendant 48 heures parce que je suis contente, puis parce que je suis fière, puis parce que je trouve ça beau, puis je les trouve belles, puis je les trouve courageuses. 100%. Puis après, je reviens à la réalité, puis je commence déjà à m'ennuyer d'elle, tu sais. Ouais. Parce que je sais que c'est normal, tu sais, puis je juge tellement pas ça, mais c'est vrai que l'amitié, c'est plus difficile quand t'as pas d'enfants puis que tes amis ont des enfants. Puis pourquoi est-ce qu'on valorise, mettons, plus la famille de sang que la famille choisie, selon toi, tu sais? Ben, je pense que ça repart, ça part de l'Église, ça, dans le sens que les liens familiaux, c'est ancré dans toutes les communautés, à quel point c'est important, puis à quel point, tu sais, on s'est fait gaver de contes de fées de famille, tu sais, de la famille nucléaire, même la famille recomposée. Maintenant, c'est hyper valorisé, puis c'est bien parfait, mais souvent, je trouve qu'on met de côté les grands récits d'amitié, tu sais, puis c'est pour ça qu'on a écrit Belle Fleur, Nicolas Morel et moi, qui est mon chum. On avait envie d'inspirer les gens à triper sur l'amitié. Oui, vraiment. Puis c'est beau parce que c'est des hommes aussi on les voit se faire des câlins, on les voit s'aimer pour de vrai. Puis je trouve que c'est beau de les mettre en lumière aussi, ces hommes-là, parce qu'on n'en parle pas souvent. Tu sais, puis je trouve que de ton œil aussi de femme, c'est très vulnérable, c'est très sensible, c'est très authentique. C'était comment de tourner ça avec ton chum? Il n'était pas là sur le tournage. OK, il n'était pas là, On mais a écrit ensemble. Vous avez écrit ensemble? Ouais. L'écriture, c'est une idée qu'on a eue ensemble dans cette même envie-là. On était vraiment révoltés. C'était pendant la pandémie, puis on regardait beaucoup de télévision, puis on était un peu révoltés de voir que les modèles d'hommes à la télé, ils étaient pas mal tous coulés dans le béton, puis tous pareils, puis ils avaient tous les mêmes travers, puis c'était super... les mêmes thématiques aussi. Même thématiques basées sur des stéréotypes, puis ça nous gossait bien raide. Puis on s'est dit, hey, on écrit une série en garochant nos fantasmes de modèles masculins là-dedans. Puis c'est sûr que c'est une utopie. On regarde Belle Fleur, puis oui, c'est utopique comme façon de raconter la vulnérabilité des hommes, mais je pense que c'est réel aussi, tu sais. Fait qu'on a eu cette envie-là, puis on est comme parti en écriture. Lui, il avait jamais écrit de télé de sa vie, mais on a vraiment mis nos deux... Tu sais, c'était important qu'il y ait un female gaze, je pense, un regard féminin sur cette thématique-là, mais c'était aussi important d'avoir un regard masculin, parce qu'il faut quand même que je fasse pas aux autres ce que je veux pas qu'on fasse, c'est-à-dire de pas, comme je suis tellement tannée que des hommes m'écrivent des personnages féminins de travers, fait que je vais pas faire la même chose. Fait qu'il y avait une parité là-dedans dans l'écriture qui était indispensable. Puis pendant le tournage, ce qui était beau, c'est de voir que les gars qu'on avait choisis étaient tellement investis émotivement, tellement vulnérables dans tout ça. Ça crée des conversations. C'était beau de voir qu'on se rassemblait là-dedans c'était un projet commun. Puis de voir que ça existe, cette volonté-là de mieux aller chez les hommes. Puis est-ce que tous ces personnages-là dans Belle Fleur existent pour de vrai dans ton entourage ou tu en as inventé vraiment de toutes pièces? Bien, c'est vraiment comme une espèce de melting pot d'hommes et d'émotions et de situations. Comme je disais, il y a beaucoup de fantasmes, là, de réactions. Tu sais, des fois, mon chum me disait, là, ça remonte... C'est impossible qu'il réagisse de même, ton personnage. C'est trop parfait ou c'est trop comme toi, tu espérais qu'un homme réagisse. Il faut
faut qu'il y ait plus de travail à faire, là, tu sais. Fait que c'est comme une espèce de mélange entre mon rêve de modèle masculin puis plein d'hommes qui nous inspirent parce que mon chum, tu sais, c'est un père, c'est un gars que j'admire à l'extérieur du fait que c'est mon chum. Avant, je le connaissais depuis des années puis je l'admirais pour ce qu'il était, pour sa douceur, pour son ouverture. Fait que il existe ces gars-là puis mon chum a ces amis-là aussi dans sa vie qui sont des pères investis, qui sont des partenaires amoureux qui essayent de pas être les seuls, d'aller chercher de l'aide. Tu sais, juste demander de l'aide pour un homme, c'est connu que c'est le plus grand défi de la masculinité. Donc, c'est sûr qu'on s'est inspiré de plein de gars autour de nous. Puis moi, j'ai eu un père aussi imparfait, mais tellement à l'aise avec les émotions. J'ai vu souvent mon père pleurer de joie, de tristesse. Pour moi, c'est aussi un hommage des hommes autour de moi qui m'avaient montré que c'était possible d'évoluer. C'est vrai qu'on parle pas assez d'amitié en général, je trouve. Je dirais jamais assez, mais chaque fois qu'on parle d'amitié ici, ça fait toujours vraiment réagir parce que j'ai l'impression qu'on valorise jamais nécessairement l'amitié. Puis sans l'amitié, tu sais, je parle pour moi, là, ma vie serait complètement vide. Ouais. L'amitié, c'est tellement la chose la plus importante. Et l'amitié entre hommes, on la voit encore moins. Alors, je trouve ça super important, cette série-là que tu as faite, parce que une des séries que j'ai le plus aimé, moi, dans ma vie, c'est Girls, tu sais. Oui. Parce que moi, je pourrais parler pendant 3 heures de Girls non-stop. Ouais. On ira prendre un café, on ira prendre un café dans le Myland, puis on parlera avec notre petit café à 10$ de Girls. Mais parce que pour moi, Girls, c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. C'était raw. Ouais. Puis c'était... tu sais, si, mettons, je réfléchis aujourd'hui, en fait, c'est que je veux le réécouter aujourd'hui avec mon œil d'aujourd'hui. Ouais. Je l'ai pas réécouté une deuxième fois, moi, jamais. Je revois des extraits des fois, puis je suis comme, oh mon Dieu, faut que je reprenne le temps. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je le verrais différemment aujourd'hui. La dernière saison sur la maternité, j'étais comme, oh, ça m'intéresse pas, ça. Ça m'a fait chier l'écouter, puis finalement, je suis comme, il faut que je réécoute ça aujourd'hui. Ouais. Oui, puis il y a justement une scène qui a pop-up, là, il y a pas longtemps sur TikTok, puis c'était justement une conversation entre Anna et son ami gay, son meilleur ami gay, puis là, ils chicanent, puis selon moi, c'est une des meilleures scènes de télé ever, comment c'est écrit, c'est absolument extraordinaire. Puis ça me fait réfléchir sur nous, puis sur mes relations avec les femmes et tout ça. Puis je trouvais ça incroyable qu'on puisse voir... en fait, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai vu de l'amitié vraiment comme ça en avant-plan quand j'étais plus jeune. Puis ça m'a appris à valoriser justement les amitiés, puis que c'est normal de pleurer parce qu'un ami te fait de la peine. Vraiment. C'est normal de ressentir un sentiment qui est aussi fort que de l'amour dans le fond. Là. Parce que l'amitié, c'est de l'amour aussi. Absolument. T'sais. Moi, j'ai eu des coups de foudre, je dirais juste des coups de foudre, point, avec des femmes, que je me rends compte que je gérais cette nouvelle amitié-là comme une nouvelle fréquentation ou un crush. Ouais. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai rencontré Juliette Gosselin, puis on en parle souvent, là, on avait chacune des chums, encore, mais c'est plus les mêmes. Puis, il y a un petit switch qui s'est fait. Puis on se textait, puis... Tu sais, quand tu textes en souriant, tu remets en question ta réponse. J'aurais-tu dû mettre ça? Puis là, elle me répond-tu? Puis là, notre chum était comme, qui tu textes? Puis là, on était comme, une nouvelle amie. Juliette ou Sarah Maud. Puis on comme, mais c'est-tu vraiment inoffensif, là? Devez-vous vraiment être si rassuré que ce soit une autre fille, tu sais? Ouais. Virginie Despentes, elle l'a dit, puis je le dis dans mon livre, là, les femmes, on passe tellement à côté de coups de foudre amoureux avec des femmes parce qu'on se fait tellement dire que les femmes, c'est nos amies puis pas nos amoureuses. Puis il y a tellement de relations premièrement, il y a tellement de crushs que j'ai eu avec des gars qui ont été vraiment moins puissants que des crushs que j'ai eu avec des filles, mais qui sont seulement devenus mes amis. Fait que je trouve que c'est important de valoriser cette fébrilité-là quand tu rencontres quelqu'un, peu importe son sexe. Là, je veux dire, ça peut être une amitié entre une femme puis un homme gay. Je veux dire, y a-t-il quelque chose de plus précieux que ça, tu sais, de cette façon de se comprendre, cette façon d'être solidaire. Fait que pour moi, j'essaie vraiment de traiter mes amitiés proches, là, parce que sinon je serais trop dans le jus, là, mais comme si c'était un partenaire de vie. Là, faut pas que mes amis partent en peur, là, mais je pense qu'elle m'aime pour ça, là, tu sais, prendre des nouvelles au quotidien, connaître les parents de mes amis, tu sais, des petits détails qui font en sorte que c'est pas juste que ça fait pas juste me servir pour mon bon plaisir, cette amitié-là, que des fois c'est difficile puis ça se jardine comme un couple, tu sais, puis pour moi c'est comme ça que je veux gérer mes amitiés pour qu'elles soient pérennes. Puis est-ce que ta définition de l'amitié au début de la vingtaine puis maintenant à la trentaine ça a changé? Vraiment. Ben, j'ai toujours été très très amie, là. Ça a toujours été très important, j'ai toujours été très 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 chaleureuse avec mes amis, tu sais, je me rappelle
au secondaire, ma mère était comme, peut-être tes amis veulent pas autant de câlins, là, tu sais, comme. Ah ouais. J'étais tellement comme scotchée à mes amis, autant physiquement qu'émotionnellement. Mais c'est sûr que fin adolescence, début vingtaine, ton rapport aux autres femmes en tant que femme, on se fait tellement dire que les femmes, c'est notre compétition, puis que s'il y en a une qui brille, on brille moins, puis on se fait tellement marteler qu'on n'est pas supposé d'être solidaire, que c'est sûr que de voir les femmes comme des rivales, c'est pogné en nous pendant longtemps, tu sais. Puis moi, j'ai flashé, je trouve, trop tard, c'est-à-dire au début de ma vingtaine. Mais après ça, c'est pas de ma faute, là. Je me suis fait dire toute ma vie que s'il y en avait une de plus belle que moi, ça veut dire que j'étais laide, là. Ben, je comprends. Moi, j'étais une one of the boys là, pendant vraiment longtemps que je traînais avec des gars parce que j'avais pas de compétition, parce que je m'entendais mieux avec eux. Il y avait pas justement moins confrontant. Absolument, tu sais. Puis c'est récemment quand même que j'ai découvert une gang de filles, puis on traîne beaucoup plus avec des femmes maintenant. Je traîne beaucoup moins avec des hommes. Bon, peut-être aussi depuis que je suis en couple, je trouve que c'est peut-être moins... je sais pas, tu sais. Fait que je trouve ça beau de dire aussi que rendu à 30 ans, on a cette maturité-là aussi, puis cette intelligence émotionnelle assez forte pour dire que, pas parce que mon amie est plus belle ou whatever, selon les standards, que ça m'apporte rien. Ça, tu sais. Puis, tu sais, plus on est bien dans notre peau, personnellement, plus on accepte aussi le succès de l'autre, la beauté de l'autre, la beauté at large. Beau, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment quelque chose, là, que... Tu sais, même je lis de vieilles fourchettes, là, puis je suis comme... Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Ben oui, mais c'est normal aussi, une évolution. Ça m'angoisse de penser que c'est arrivé aussi tard. Puis c'est pour ça que j'essaie dans mes œuvres, puis dans les œuvres jeunesse, dans l'académie, je veux dire, c'est juste ça mon message. Là. C'est comme, les filles, tenez-vous, là. Puis ensemble, vous êtes plus fortes, puis... Ça a été vraiment important pour moi, dans le cœur de Slush aussi, de passer le message, là, puis de faire comme le plus jeune possible, les girls. Comprenez que les filles, c'est vos alliés. Même si c'est inconfortable, même si c'est confrontant, c'est comme la chose c'est des années que je voudrais reprendre. Puis tu dis dans le livre ici, peut-être que je veux bien le dire, mais tu dis dans le livre ici que si tu n'avais pas fait abstraction de certains coups de foudre amoureux avec des femmes, tu aurais eu plus envie d'avoir un enfant. Absolument. C'est vrai, ça? Absolument. Ben, je cite aussi Monique Proulx, je crois, qui a fait un texte dans le... Je vais te montrer le livre, il est beau. Hein? Vraiment beau. Dans le recueil Nulle part, qui parle des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui dit j'aurais peut-être voulu être mère si j'avais pu être un père. OK. Je la quote pas mot pour mot, mais c'est fort, ça. C'est la charge mentale aussi qui est pas séduisante pour moi et pour plein de femmes. Là. Ouais. On le sait que fort probablement, on va en faire plus. Ça va être injuste dans la séparation de la charge. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est controversé comme parole de dire ça. Puis ça pointe le blâme sur les hommes dans les relations hétérosexuelles. Mais c'est vrai, tu sais, moi, toutes les femmes autour de moi qui ont des enfants, la charge mentale, elle n'est pas équitable. Mais elle est loin de là. C'est drôle que tu dis ça parce que de Rosalie Bonenfant, on en a parlé ici sur le podcast de justement, s'il était pour être parent, elle aimerait être père. Puis elle nous a expliqué, donc allez revoir l'épisode. Et Phil Roy aussi, qu'on a reçu, qui explique justement qu'il est conscient qu'il n'y aura jamais autant une grande charge que la mère. Mais que oui, les pères en ont, mais que je pense que c'est important aussi de savoir aussi en tant que femme que dans quoi on s'embarque. Oui, puis tu sais, oui, il y a la charge mentale au quotidien, là, les tâches, la responsabilité de tout l'horaire, tout ça, l'inquiétude par rapport à l'enfant, tout ça. Il y a la stratégie de la vie en général, mais il y a aussi ton implication physique, biologique, hormonale. Je veux dire, ça, là, ça se sépare pas. Et je trouve ça injuste, même si c'est la biologie, puis je peux pas me battre contre ça. Là. Moi, je sais que personnellement, tu sais, même si je dis que moi, j'aurais aimé ça être enceinte, c'est injuste aussi quand faut qu'on arrête de travailler. Les femmes enceintes sont traitées différemment au travail. Il y a plein de choses qu'on peut pas contrôler qui font aussi en sorte que ça m'intéresse pas. Là. Puis à la fin du livre, c'est comme si on a l'impression que t'as comme pas de réponse nécessairement. Non, mais t'en voulais-tu? Oui. Non, mais tu au sens où il n'y a pas comme un verdict de genre, ben j'aurai pas d'enfant jamais ou je vais avoir un enfant. C'est comme on est encore dans la réflexion. Pour moi, il y avait 2 raisons pour cette fin-là. La première, c'est que je suis qui, moi, pour influencer quelqu'un qui lit mon livre, puis moi, j'avais peur de ça. C'est tellement une question fragile. Chaque variable nous influence. Qui est personnelle à tout le J'avais monde. vraiment peur que quelqu'un qui est dans une position de vulnérabilité comme moi, je l'ai été pendant ma réflexion, lise le fait que moi, j'en veux ou j'en veux pas, fasse que ce soit un signe, ça pèse dans balance. Puis je ne crois pas à autant d'influence. C'est comme j'ai
je crois pas que j'ai la science infuse, comme si moi, j'en ai pas, toutes les personnes qui hésitent en auront pas. Même, mais les gens qui te lisent, moi, les je femmes sais qui que je suis comme ça, je suis influençable. Quand je lis des femmes que j'admire, quand je lis, quand je vois des choses faites par des femmes qui m'inspirent, ça m'influence. C'est sûr. Concrètement ou pas concrètement. Fait que j'avais vraiment cette crainte-là d'imposer un verdict. Puis ça, je voulais vraiment pas le faire. Puis deuxièmement, tout le livre sert à dire aussi, c'est pas de vos affaires. Cette question-là, c'est la mienne. Et c'est pas la question de personne d'autre. Cette réponse-là, c'est la mienne, puis c'est la réponse de personne d'autre. Cette réponse-là n'est pas... cette réponse-là peut évoluer, puis c'est pas de vos affaires si elle évolue. Ouais. Fait que c'était un peu une espèce de doigt d'honneur aux gens qui veulent que je choisisse, puis aux gens qui veulent que les femmes choisissent. Vous en aurez pas de réponse, c'est pas de vos affaires. Amen. She said it. Mais c'est vrai que ça fluctue, tu sais. Moi, des fois, je me lève le matin, puis j'ai peut-être plus les hormones dans le tapis, puis j'ai les ovaires qui veulent exploser, puis je suis comme, quelque chose. Peut-être, finalement, que ça me tente. Puis après ça, une semaine après, je suis comme, tabarouette, c'est peut-être pas pour moi. Fait que je me permets aussi d'avoir le droit de changer ma façon de penser, puis de me donner le droit de, si un jour j'en veux, de pas me taper sur les doigts, justement, en me disant, ben là, je l'ai dit à tout le monde, fait qu'il faut que je respecte ça, tu sais. Fait que de me laisser vraiment cette fluidité de voir, tu sais. Il y a tellement de mères qui sont venues me voir, qui m'ont écrit pour me dire « J'ai 3 enfants, puis j'ai pas répondu à la question. » C'est fou, là. C'est la preuve que ça va toujours évoluer. Puis pourquoi, selon toi, beaucoup de femmes ne se posent jamais la question et ont juste des enfants? C'est vraiment parce que c'est imposé, puis parce que... la société nous laisse pas la latitude pour s'apposer la question. Justement, on en parlait que dès que t'as un chum, on te demande si tu as des enfants. Fait que c'est comme le chemin normal qu'on se dit. Exact. Puis tu sais, quand j'en parle de ça avec ma mère, elle me dit, elle en a toujours voulu, puis elle a jamais regretté, puis elle a trippé à être mère, mais elle m'a dit, jamais ça a été une question, là. Puis c'est juste la relation la génération de ma mère. Là. Imaginons nos grands-parents, là, nos grands-mères, comment il y en a qui ont eu 10 enfants puis qui n'en auraient pas voulu un. Là. Moi, ça me rend tellement triste, ça me fait paniquer. Moi, ma grand-mère a eu 10 enfants seule. 10 enfants seule dans le sens qu'elle n'a pas eu de père stable dans la situation familiale. Elle a été monoparentale à de 10 enfants. Puis je suis comme, je le saurai jamais. Puis elle a aimé ses enfants. Mais je suis comme... C'était une femme fucking libre. Puis c'était, selon moi, la sorcière de Cowansville. Donc, je me demande, si elle avait vécu dans ma génération, peut-être qu'elle n'aurait pas eu. Ou peut-être qu'elle en aurait eu 2, 3, 4, mais je sais pas. Je pense que c'était une femme qui pensait différemment puis qui voulait vivre sa vie différemment, en dehors des standards familiaux. Être monoparentale dans ce temps-là, de 10 enfants, c'est fucké, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je me pose toujours la question si ma grand-mère aurait pas préféré avoir un autre choix. Puis moi, mettons, quand j'avais annoncé ça, entre guillemets, à ma mère, mettons que c'était pas... Puis je me souviens, j'avais comme 10 ans, puis j'y avais juste dit, est-ce que c'est normal que j'ai pas envie d'être mère, tu sais? Puis elle m'avait dit... avoir un enfant, c'est pas ça qui va te rendre plus comblée, tu sais. Ça va pas te rendre plus chanceuse. Une femme complète, tu sais. Moi, je me demande, tu sais, la réaction de ta mère, tu sais, ou de ta famille quand tu leur as mentionné peut-être que c'était un choix que tu voulais faire. Est-ce que ça a été... je sais pas comment ça a été accueilli, tu sais, parce que je sais que des fois, ça peut être... Moi, ma belle-mère est outrée, là, tu sais, elle a vu que j'en aide, tu comprends? Mais moi, tu vois, ça allume mon feu, puis je suis comme, j'en veux encore moins, tu sais. On dirait que j'ai comme j'ai une petite couche de provocation que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je fais ce métier-là de cette manière-là, mais mes parents, ça me connaissent très bien et savent que j'aime faire les choses différemment. C'est moi... Mes parents ont toujours eu des vies très... Tu sais, je viens d'un milieu très normal. Là, tu sais, là, les étapes sont faites, puis mes parents sont allés à l'université, se sont rencontrés. Tu sais, ils ont des bonnes jobs, ça va bien. Ils se sont fait une vie très, très droite. Puis moi, je suis arrivée en secondaire 4, j'ai fait comme, je vais être humoriste ou écrivaine, puis il était comme, tu sais, mon père est médecin, là, fait qu'il était comme, OK. Mais aie un bac, par exemple. Mes parents me répétaient, faut que tu aies un bac, faut que tu fasses ton bac, puis j'étais comme, non, mais tu l'as-tu ton bac? J'ai pas mon bac. Puis à un moment donné, ils ont compris quand j'ai fait les fourchettes, puis je leur ai dit, finalement, je lâche l'université pour ouvrir un blog. Ils étaient comme, c'est quoi un blog, vraiment? Bref.
sont habitués à ce que je provoque, que je shake un peu leur plan pour moi. Puis, puis ça, ils l'ont accepté, puis ils sont tellement fiers. Un peu la même chose avec les enfants. Je pense qu'au début, ils disaient comme moi, oui, c'est ça, t'en veux pas, t'en veux pas. Puis que finalement, tu sais, c'est sûr que là, quand tu publies 200 pages sur le sujet, ils sont comme... C'est de plus en plus clair. Exact. Tu sais, je pense qu'ils l'avaient accepté, mais ils voulaient jamais m'imposer aussi le fait que je puisse pas changer d'idée. Fait qu'ils laissaient tout le temps un peu... Ils en faisaient pas un plat. Tu sais. Ils ont jamais eu une grosse réaction de comme « dis pas ça ». Tu sais, c'était plus comme « hey, you do you ». Puis, tu sais, ma mère m'a toujours dit « ça me dérange pas de pas être grand-mère ». Tu sais, c'était pas quelque chose... On n'est pas... Il y a pas beaucoup d'enfants dans ma famille non plus. Tu sais, je suis comme... J'ai jamais aussi démontré que j'étais tant attirée vers m'occuper d'un enfant ou... je me tanne vite, là, mettons, là. Fait que mes parents ont jamais vu cet instinct-là. Je crois que j'ai un gros instinct maternel, mais je l'utilise autrement. Mais là, c'est ça, parce que ton chum, il y a un enfant. Ouais. Donc, théoriquement, t'es belle-mère. Oui. Comment ça se passe? Ça va super bien, mais j'en parle pas parce que c'est pas mon enfant. Ouais. Tu sais, moi, j'ai aucune pudeur par rapport à moi, mais là, la minute que je parle de l'enfant de quelqu'un d'autre, on dirait que c'est ça mon break, ma limite, je la mets là. Mais... on dirait que pour moi, la maternité, ça n'a rien à voir avec la belle parentalité, mettons. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout, selon moi. Après ça, il y a peut-être plein de monde qui gère leur lien avec leur bel enfant. Leur beau-fils ou leur belle-fille de manière très, très, très parentale, maternelle, tout ça. Moi, c'est pas mon cas. Parce qu'encore une fois, dans Belle-Fleur, c'est l'histoire. Là, exact, aussi, c'est ça. Il y a tellement de récits différents de belle parentalité, puis moi, j'aime pas qu'on compare la belle parentalité à la maternité. Parce que je trouve que c'est deux aventures complètement différentes. C'est drôle parce que quand j'ai fait mon coming out à ma mère, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Ah ben, t'auras jamais d'enfant. J'aurai pas d'enfant, de petit-enfant, whatever. » Puis ça a toujours resté dans ma tête, ça. Ouais. J'étais comme, c'est fou que la première chose, c'est pas quelque chose qui occupe mes pensées. Là, t'sais. Fait que même si t'avais jamais fait ton coming out, t'en aurais peut-être jamais eu, tu sais. C'est ça. C'est à l'extérieur de ton orientation sexuelle que tu veux des enfants ou pas. C'est une autre époque. Oui. Moi, ma mère, elle me dit souvent, quand t'étais petite, je te disais, ben non, t'es pas lesbienne, parce que l'époque était différente. On traitait les gens qui sont gays ou lesbiennes, tout ça, différemment qu'aujourd'hui, même si ça fait pas beaucoup de temps. Et puis là, je parle à ta place, mon Dieu, je veux pas te womansplainer sur cette affaire-là, mais... Zéro. Tu sais, c'est quand même ça, là. Ta mère, elle avait juste... Tu sais, c'était aussi plein d'amour pour toi, tu sais. Je sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que quand tu réfléchis... Quand je réfléchis à beaucoup de choses qui se sont passées au tout début là, de mon émancipation sexuelle, c'est comme... Ma mère, elle voulait pas mal faire. Tu sais, ma mère était juste là en train d'essayer de faire du mieux qu'elle pouvait avec les ressources qu'elle avait, puis de la façon dont elle savait. Aujourd'hui, 15 ans, 20 ans plus tard, c'est totalement différent. C'est une nouvelle ère, puis thank God que c'est une nouvelle ère aussi. Mais moi, j'aime beaucoup cette notion de la liberté que tu parles depuis tantôt, puis j'ai de plus en plus l'impression dans ma vie, à 33 ans, que je me sens libre. Et pour moi, la liberté, ça égale le bonheur aussi, de plus en plus. Et j'ai l'impression que je suis libre de plus en plus de pensées négatives envers moi-même ou tout ça, que mon amour propre devient de plus en plus... je le nourris de plus en plus, je travaille fort pour m'aimer de plus en plus et ça m'amène de la liberté en même temps. Je sais que c'est une belle réflexion. Non, mais c'est complètement logique. Oui, puis mais c'est parce qu'avant, moi, je le comprenais pas, ça, nécessairement. Puis je te pose la question parce que je te parle de ça, parce que tu parles beaucoup d'amour propre tout le temps dans ce que tu fais. Puis j'ai l'impression que tu t'aimes plus aujourd'hui qu'avant, tout comme moi, puis... Vas-y. Non, vas-y. Okay. Non, mais ça me fait beaucoup... Avec la trentaine, puis c'est con, mais j'ai déménagé en campagne. Je suis vraiment plus douce avec mon physique, mettons. Ah ouais, hein? Puis je pense beaucoup au fait que les femmes... On n'aime pas ça que les femmes soient... On aime ça que les femmes soient vulnérables. On aime ça que les femmes saillissent, autant économiquement que politiquement. On aime ça que les femmes aient besoin de beau linge, de belle crème, de beau maquillage, aient besoin d'un homme, aient besoin de... C'est tellement bénéfique pour la société que les femmes se sentent faibles que là, il y a comme une espèce de révolte massive là, de comme on va essayer de pas avoir besoin de ces affaires-là parce qu'on sait que sans ça, on
on a plus de pouvoir, tu sais. Puis c'est comme méta, là, comme c'est gros, là, c'est refaire le monde au complet, puis ça va être compliqué, mais on dirait que quand j'ai envie d'être, de me plier à certains standards ou, tu sais, on parle de physique, mettons. Ça là, serait t'sais. quoi, mettons? Ben, mettons, puis là, je sais quand on parle de beauté, puis de chirurgie, puis de tout ça, c'est toujours délicat, mais en vieillissant, tu sais, je me demande toujours comme, je vais-tu avoir recours à la chirurgie un jour, tu sais. Parce que je suis pas contre ça pantoute, là, genre, comme you do you, c'est parfait, ça m'intrigue, je suis curieuse. Je trouve que c'est comme un monde fascinant, puis je suis comme, ton corps, ton choix, je suis toute là-dedans. Mais des fois, je suis en campagne, là, puis j'arrose mes hydrangées. Là. Chanceuse, moi, ils meurent tous. C'est ça. C'est un gros travail. Puis je vais manger une esti de bonne poutine à la cantine de la plage Douglas à côté de chez nous, puis elle est bonne, puis je suis bien. Puis je me dis, j'aimerais ça essayer de vieillir naturellement. De pas avoir besoin de ça. Ouais. Je sais pas si je vais être capable. Puis après ça, je sais que j'ai plein de privilèges. Là. Je sais que c'est différent pour toutes les personnes parce que tout le monde a un physique, un rapport à son corps différent, mais des fois, je me dis, j'aimerais ça comme me libérer là, de cette affaire-là. Là. Ben c'est fou parce que quand je suis partie une semaine au Guatemala pour une retraite, puis dans l'espace où on était, c'était très rustique, OK? Puis c'était vraiment sur, se remettre, se reconnecter avec son soi, tu sais. Et dans cet endroit-là, c'était un gros resort, mettons, il n'y avait aucun miroir. Wow! Puis j'ai pas réalisé pendant la semaine que je me suis pas maquillée. Puis tu sais, il fallait que je prenne ma douche dans une douche avec dans la jungle, puis les toilettes, c'était une toilette chimique, tu sais, c'était très rustique. Puis j'avais pas réalisé l'impact que ça avait eu, que pendant une semaine de temps, je me suis pas regardée. Tu pensais pas à Je pensais pas de quoi j'avais l'air, je pensais pas aux réseaux sociaux aussi, j'étais vraiment moins connectée sur les réseaux sociaux. J'avais pas cette pression-là, puis quand finalement je suis partie à un Airbnb après la retraite, puis là je prends ma douche, puis je me suis regardée dans le miroir, je me suis jamais trouvée aussi belle que cette fois-là. Puis how cute is this? Je me rappelle que même mon chum il a dit hey, mon Dieu, je me trouve donc bien beau. Puis je suis comme, c'est fou, on a eu la même réalisation que pendant une semaine, on s'est pas regardé, on n'a pas mis d'emphase sur notre physique pour que finalement, quand on se revoit après une semaine, on s'est trouvé magnifique. Même si je sortais de la douche, j'avais les cheveux mouillés, pas maquillée, tu comprends? Fait que ça m'a fait réfléchir beaucoup à cette pression-là que je me mets, tu sais. Oui, les réseaux sociaux, oui, tout, mais que je me mets aussi de fitter dans ce moule-là. Puis tu le sais, là, combien de fois que je vais dire que mes cheveux sont sales, que je suis pas bien maquillée. Tu sais, juste avant, j'étais comme, j'ai peur de lui. Tu sais, tu comprends? On est tellement obsédés avec cette image-là, puis j'essaie tranquillement de m'en défaire. Puis effectivement, de vivre en campagne, ça m'aide. Quand j'ai les mains dans la terre, puis je suis habillée en jardinière, puis je suis crasse, je me sens bien. Tu dis justement, je donne des chocs électriques. Tu vois, on a plein de quotes. J'aime ça. Que justement, tu as quitté la ville il y a 1 an. Je donne des chocs électriques à ma vie comme autrice. J'ai hâte de découvrir comment ça influencera mon écriture. Chaque changement dans ma vie a stimulé ma créativité. J'ai dit ça, moi. Oui, t'as dit ça. T'as déjà dit ça. T'as dit ça. C'est beau, hein? Ben, c'est beau. De un, est-ce que tu sens que ça a stimulé ta créativité d'être en campagne? Je ne sais pas encore. Ça fait juste 1 an. Je sais que je suis beaucoup dans la nostalgie en ce moment parce que moi, je viens de cette région-là. J'ai grandi dans les cantons de l'Est, donc je reviens. J'habite sur la même rue où il y a le pub où je sortais brosser avec mes amis quand t'es vraiment revenu aux sources. Oui. Fait que je suis vraiment habitée par une grande nostalgie depuis que j'ai déménagé. Je sais que ça va toujours m'inspirer. Est-ce que Montréal te manque? Pas du tout. Rien de Montréal? Parce que moi, j'ai l'impression, quand je pense à toi, que t'es Je montréalaise. sais, genre, pour moi, Montréal, c'est toi, tu sais. C'est fin, mais c'est plus ça. Fait que non, il n'y a rien qui te manque ici. Je l'ai dit à mon chum quand j'ai déménagé, parce qu'on a comme pas déménagé en même temps. Là, comme moi, ça fait 1 an que je suis toute seule à cette maison-là. Puis j'y ai dit, après quelques mois d'être installée dans cette maison-là, j'ai dit, j'ai l'impression que pendant tous mes 15 ans à Montréal, j'étais à l'hôtel, un vraiment bel hôtel, là, mais j'étais à l'hôtel, puis que là, je reviens chez moi. Comme c'est un sentiment qui me quitte pas. Puis mon trip de 15 ans à l'hôtel, c'était malade. J'avais comme room service à volonté. J'avais tu sais, c'est une belle métaphore. Ouais, vraiment, mais c'est comme un sentiment qui me lâche pas. Puis, fait que j'ai comme énormément d'amour pour mes 15 ans à Montréal.
Mais puis je suis une créature d'habitude aussi, puis c'est très important pour moi d'être bien où je suis, d'habiter mon espace. Ouais. Donc là, j'habite en campagne, c'est sûr que je serais pas bien à Montréal, parce que j'habite plus Montréal. Mais si j'habitais à Montréal, je serais bien à Montréal, mais quand je suis pas ancrée dans mon nid, je suis pas bien. Puis là, maintenant, mon nid, c'est plus Montréal. Fait que, mais je m'ennuie d'aller écrire dans des petits bars à vin, là, c'est sûr. Mais j'attends que quelqu'un en ouvre un à Knowlton. D'ici là, tu le fais chez vous. Exact. Tu le fais chez vous. Puis puis j'ai l'impression que pour toi, ça l'a influencé aussi quand tu es déménagé, mais est-ce que le fait de quitter la ville, justement, on est moins dans l'apparence? Oui, vraiment. Oui, parce que moi, j'habitais dans Villeray juste avant de déménager. Puis, tu sais, tu sors de chez vous aller chercher du lait, puis je sais que je vais croiser 10 personnes qui me connaissent ou que je connais ou qu'on se connaît. Puis, veut pas, même si tu as un certain laisser-aller parfois, puis que c'est dosé, il y a des limites. Des fois, je suis très gobelin à Knowlton, là, puis personne me voit, là, puis je suis bien, là. Je sors au marché public en gobelin, puis, tu sais, tandis que C'est sûr que t'as pas l'air d'un gobelin. Ah, c'est surprenant à quel point ça peut chirer. C'est sûr que t'es magnifique quand même. Ah, mais c'est sûr, je suis très bien dans ma peau, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus l'espèce de comparaison entre quand je vais chercher ma pinte de lait dans Villeray, puis quand je vais... Mais tu vois aussi la différence avec moi. oui, mais moi, je te pose la question parce que moi, je le vis ici. Je le sens de plus en plus dans ma vie, à quel point je m'impose des trucs que genre... Wow, calme les nerfs. Puis on vit dans un milieu aussi où l'apparence est importante, malheureusement. Là, ben 100%. Moi, à Montréal, je sortais au resto pour des événements, j'allais dans des premières. Tu sais, comme tout ça est relié au fait que je peux pas me pointer dans un kit avec 4 nuances de gris, puis tu sais... Je comprends. C'est pas la même chose. Puis j'aime ça quand tu parles de révolte et tout ça, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de révolte en moi. Et dernièrement... M'habiller tout en noir, c'est de la révolte pour moi. C'est comme... Pourquoi je m'habillerais comme une carte de mode pour aller au September Café? Juste parce que je sais que parce qu'il y a genre 20 personnes que je vais... Tu sais, la même chose que tu viens d'expliquer. Fait que maintenant, on dirait que je me c'est full niaiseux, on dirait, comme réflexion, mais je me donne ces défis-là personnels à moi, inconsciemment. C'est comme, mais là, regarde, un matin, on est samedi matin, je vais juste me chercher un café. Je peux-tu, genre, juste me mettre une calotte puis juste... vivre ma vie, parce que j'ai l'impression que si je vais voir, par exemple, quand je vais voir ma mère dans le fin fond, en 2 montagnes, à 3 heures d'ici, je pense pas à ça. Tu sais, je pense pas à quoi j'ai l'air, tu sais. Puis on dirait que quand tu y penses pas, la pression tombe tellement, tu sais. Vraiment. Mais les petites révoltes, elles font du bien, là. Tu sais, moi, maintenant, c'est niaiseux, mais quand je vais me chercher des tampons ou des protèges dessous à la pharmacie, je m'amène pas de sac, puis je marche, puis j'ai mes boîtes. Tu sais, c'est comme, ça fait du bien, là. C'est niaiseux, mais la petite révolte au quotidien, elle change quand même les choses, puis... Ça serait quoi tes autres petites révoltes au quotidien? Je trouve ça le fun, moi, ça. Ben, tu sais, c'est sûr que dans ma vingtaine, c'était de mettre des talons, même si je mesure 6 pieds, là. Tu sais, c'était comme... C'est niaiseux comme révolte, mais c'en est une, parce que les femmes grandes, c'est comme... C'est tellement vu comme... soit inaccessible ou au contraire comme une... Intimidante. Un mastodonte qui arrive, tu sais, comme... Fait que, puis, ben, je sors avec un gars plus petit que moi. C'est une autre petite révolte, puis je le trouve... Tu sais, je trouve que ça fait ce qu'on est comme père, tu sais, Mais moi, je salue les Short Kings. Ben là, mon Dieu, c'est ma passion. Ça, les Short Kings. Mais moi, j'aime ça, les petits hommes. Ben, t'avais des Short Kings aussi. Oui, j'ai toujours été en couple avec des plus petits garçons. Mais ce que je trouve, c'est que, dans ma situation à moi, mon chum a tellement confiance en lui que, pour lui, que je sois grande, c'est nice. Là. Il s'en fout tellement que je sois plus grande. Tu sais, comme, il est genre, c'est ton power, genre, c'est comme, ça le diminue pas pantoute, là, tu sais, puis pour ça que je vais le marier. Mon Dieu! C'est pas un secret, par exemple. C'est bien pas une annonce non plus. Puis, tu sais, on parle justement genre des réseaux sociaux, puis souvent comme l'impact que ça a. Puis sur un de tes covers, tu te prends en selfie aussi. Ça l'occupe quelle place, les réseaux sociaux, dans ta vie? Ben moi, ça a été vraiment positif, majoritairement positif dans ma vie parce que c'est comme ça que je me suis fait connaître. C'est comme ça que... t'exprimer, Exact. Moi, j'ai utilisé Instagram, puis Internet, puis Facebook pour promouvoir mon écriture, puis pour promouvoir mon style, puis ce que j'avais à dire. Fait que pour moi, ça a été vraiment comme hyper bénéfique, puis ça a fait ma carrière, tu sais. Après ça, j'aime ça. Je trouve ça le fun, les réseaux sociaux. Genre, j'aime ça, TikTok. J'en ai pas, mais je vous check. Pourquoi t'en as pas?
Rejoins-nous. Parce que je veux pas en faire. Ouais. Je trouve ça compliqué. Ouais, oui. C'est là que je me trouve confirme. vieille. Ouais. Je confirme. Ouais. Puis, tu sais, en faisant Cœur de slush avec des actrices vraiment des Gen Z, Oui. puis j'ai tellement appris, mais en même temps, j'étais comme, c'est trop pour moi, tu sais. Fait que j'aime mieux être une observatrice. Mais c'est sûr que quand je vois, mettons, ma belle-fille qui rentre à l'université, pas en tout, wow, elle rentre dans l'adolescence, ça me fait peur. Parce que comme moi, je suis une adulte, puis j'ai eu les réseaux sociaux quand j'étais adulte, tu sais, j'ai fait mon inscription Facebook à 17 ans. J'étais comme formée là, quand même. Là, j'ai découvert TikTok l'année passée, j'ai 34 ans. Fait que pour moi, je suis pas inquiète. T'sais. Je connais mes limites, je m'aime, je sais c'est quoi la désinformation, tout ça. Tandis que pour la génération qui sont encore dans l'enfance puis la préadolescence, ça me fait méga peur, mettons. Je suis terrifiée. Ça me fait peur. Puis ça, je trouve ça très dangereux. Tu sais, juste dire comme la montée du masculinisme là, dans les jeunes générations, c'est à cause que que ces plateformes-là ont de la visibilité puis ils ont de l'accessibilité. Tu sais. Absolument. Fait que ça me fait méga peur. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est qu'on dirait qu'il n'y a plus de censure sur rien. Ouais. C'est comme ces discours-là dont tu parles, là, je peux pas croire que même moi, je suis assis sur mon sofa puis que quand je scroll, je tombe sur des vidéos de ça. Moi, ça me fâche parce que je suis comme, comment on peut accepter que ce genre de discours-là se rende jusqu'aux jeunes et que ça... Tu sais, moi, je le sais que moi, ça m'affecte pas, mais ça peut affecter tellement de monde, tu sais. Puis quand t'es un petit gars de 14 ans, vulnérable, qui a pas de modèle, puis que le seul modèle qu'on t'offre, c'est Andrew Tate, puis qui te parle à toi, puis qui t'inclut, puis qui tu te sens valorisé à travers son discours, puis qu'il te donne de l'attente. Tu sais, moi, je trouve ça me fait peur, ça me terrifie. C'est pour ça qu'on te reçoit. On reçoit des belles influences, des personnes avec des bons messages. Puis ben là, le temps avance, mais j'avais juste envie aussi de souligner, parce que je trouve ça beau, moi, sur les réseaux sociaux, parce que tu partages beaucoup tes chums de filles. Oui. Puis vous avez l'air vraiment proches. C'est la vraie amitié, malgré ce que les gens pensent. Les gens pensent que c'est fake. Mais les gens pensent que c'est pas vrai. Que c'est plus PR. Que c'est pour le fame, le clout. Pas du tout. C'est quoi votre lien, tu sais? Comment décrirais-tu votre amitié en quelques mots? Vous êtes combien, hein? Vous êtes comme dans Girls, 4, 5, 5? Ah, plus. On est plus. Là, on est vous comme... êtes une grosse gang. Oui, puis ça fait longtemps qu'on est amis, tu sais. On est amis... On est devenus amis au début de notre vingtaine. Puis c'est une amitié authentique, tu sais. C'est tellement... On se connaît tellement... qu'on se gosse plus quand on est conne, tu sais. On est comme, bon, tu sais, moi, mettons... J'adore l'amitié comme ça. Ça, c'est mes amitiés préférées. Tu sais, quand moi, je fais un peu ma roche, tu sais, je suis quand même rigide sur certains trucs. Quand je suis rigide puis j'organise un souper, quand je fais ma Marnie, mettons, dans Girls. Oui, on se comprend. Les filles, puis tu sais, mettons que Kat Saint-Lô, qui est mon amie, qui est la plus relaxe, mettons, elle c'est Jessa, mettons. Puis comme, c'est bon, ça monte, donne 15 minutes pour arrêter de bouder, puis on va passer à autre chose. Y a pas de, on s'accepte comme on est, même quand c'est pas beau. Puis on laisse aller, puis c'est de l'amour, là. C'est vraiment, tu sais, on dit souvent qu'on est comme des sœurs, tu sais. Je veux dire, moi, j'en ai deux déjà, des vraies sœurs de sang, puis c'est comme ça aussi, c'est du travail, là. C'est pas juste le fun, puis on n'a pas juste des fous rires, puis des fois, on a des discussions difficiles, puis des fois, on doute, puis des fois, on est déçu, puis mais en même temps, c'est ça qui fait qu'après ça, on se sent tellement en confiance, là. Comme moi, je peux être, moi, à 100% avec les filles, là, puis j'ai pas peur qu'elles arrêtent de m'aimer ou que... C'est bon, ça, parce qu'on oublie des fois que des vrais amis, ça se chicane comme un couple, puis ça doit avoir des conversations comme un couple, ça doit se respecter, puis se comprendre aussi à travers nos différences, parce que je suis sûre que vous êtes toutes très différentes, mais vous vous comprenez parce que vous venez quand même d'un milieu, du même milieu. Il y a beaucoup de communication aussi, là, c'est ce que parfois il y a moins dans des relations hétéros, là, avec des gars qui ont peut-être pas autant d'éducation émotionnelle que nous, d'ouverture émotionnelle, puis tu sais, les discussions, elles ont lieu, tu sais. Puis des fois, il y a des amitiés qui s'étirent, puis c'est pas grave. Faut juste avoir parlé des choses. Parce que des fois, la vie fait en sorte que, ben, il y a les enfants, la carrière, tout ça, tu sais. Mais je pense que ce qui nous unit, c'est vraiment notre façon de se parler puis de
d'être vrai l'une envers l'autre, même quand on n'est pas sous notre meilleur jour, mettons. Puis moi, je me suis rendu compte qu'en vieillissant, en amitié, ce qui est difficile aussi, c'est que on commence à plus nécessairement penser tout le temps les mêmes choses, sur les mêmes thématiques, sur les mêmes sujets. On réagit pas pareil aux mêmes affaires. Puis là, on devient de plus en plus confronté à des choses qu'on n'était pas avant. Ouais. Ça parce qu'on n'y réfléchissait pas ou ça parce que... Et souvent, moi, je voulais pas aller dans ces zones-là parce que... Fait que là, tu laisses aller une amitié, mais comme là, tu sais que ça marche plus ou tu sais que c'est différent. Puis... Ou tu décides de vraiment travailler pour une amitié et tu as ces conversations-là, tu sais. Puis je pense que dernièrement, c'est ce qu'on a vécu beaucoup, tu sais. On a été confrontés à ça pour la première fois en 15 ans d'amitié, où est-ce que là, on pense pas la même chose sur une affaire, mais il faut s'asseoir puis en parler puis dire pourquoi on n'est pas d'accord, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire justement pour travailler là-dessus. Puis j'aime ça quand tu dis genre, tu sais, je peux être conne des fois, mais genre... Tu sais, je peux être conne avec mes amis, puis ils vont comme faire parfait, t'es conne, mais ça va, on t'aime quand même. Mais moi, c'est la plus belle sorte d'amitié, tu sais, au sens où j'aime ça, pouvoir me sentir 100% moi-même, puis pouvoir dire ce que je pense pour vrai. Tu sais, on a une règle là, un peu non écrite, là, mais on va jamais se parler sur un mauvais ton. OK. C'est niaiseux, là, mais on va jamais être condescendante l'une envers l'autre. On va jamais, tu sais... Mais c'est bon, ça. Dès qu'il y a une petite déviation de ton qui est comme pas... On est comme... Il y a un problème. Tu sais, on nomme les choses vite, puis on va jamais se prendre pour acquis. Tu sais, c'est jamais comme, mais non, on dit pas ça. Notre ton est important. C'est niaiseux, mais on se parle bien. Mais c'est important. Ben, c'est primordial. Là. C'est primordial de bien se parler entre amis et de nommer les choses. Puis c'est ça que je disais souvent. Il faut se le nommer parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas, selon moi. T'sais. Oui, puis après ça, il y a on pense des valeurs... que l'autre comprend, mais là, finalement, on s'est mal exprimé ou on s'est pas exprimé. T'sais. Oui, puis c'est ça. Il y a des valeurs qui peuvent être fondamentales pour nous. Tu sais, mettons, moi, je peux pas avoir une amie qui est contre l'avortement, mettons. Oh, ouais, je comprends. C'est deep, mais c'est vrai. Tu sais, je pourrais jamais passer par-dessus ça, mettons. Tu sais, mais c'est une règle personnelle à moi, puis après ça, on va tricoter autour de ça, puis si on décide de plus être... Ça m'est pas arrivé, là, évidemment, là, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai des valeurs... Je sais que je suis intransigeante, puis j'ai des valeurs très claires. Puis il y a des choses qui sont non négociables pour moi, mais je pense que nos amis nous ressemblent aussi beaucoup, puis je pense que ça crée aussi ça crée une espèce de solidarité vraiment précieuse, puis... Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont non négociables pour moi, mais qui sont vraiment intenses, comme... Parce que souvent, moi, ce que je trouve beau de l'amitié féminine, parce que toute ma vie, j'ai toujours eu une amie centrale féminine, et souvent, ces femmes-là qui ont fait partie de ma vie étaient tout le temps one of the boys. Et c'était jamais des femmes qui étaient entourées de femmes dans leur vie. C'est comme si moi, j'étais la personne la plus féminine de leur vie. Mais que c'était pas aussi triggering que si t'étais une femme. Exactement. Mon Dieu, c'est exactement ça. Parce que je suis pas une compétition, en fait. Exact. Et souvent, j'ai essayé de comprendre à travers ma vingtaine pourquoi. Parce que je me disais, mon Dieu, j'ai été avec des femmes toute ma vie, moi, puis c'est capoté que des femmes, là. Être avec des femmes, c'est cool, c'est... Et je comprends de plus en plus en vieillissant pourquoi. Parce que même encore aujourd'hui, tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps bon, des femmes qui chicanent, on aime ça, on veut ça, puis je trouve ça... On dirait qu'on aime ça, les femmes, quand elles sont fâchées les unes après les autres, tu sais. On aime ça, voir ça. Je trouve ça beau, justement, un modèle comme ça, où on partage l'amitié féminine, que ça se peut, que c'est vrai, on est ensemble, on s'entraide, puis c'est fort, tu sais. Et moi, juste, quand je regarde, je suis une passionnée des Housewives, là. Oui. Miami, New York. Tu regardes toutes? Ben, pas toutes, mais tu sais, je suis très... j'ai un gros planning, oui, j'aime ça. Mais moi, j'écoute les Housewives pour les moments où les femmes sont solidaires. Quand elles se réconcilient, je braille. Ben, c'est pour ça que j'écoute les Kardashians. Ben, voilà. C'est vrai. C'est la même raison. C'est cette solidarité féminine qui me touche. Elle va toujours me toucher. N'importe quelle télé-réalité que je regarde, s'il y a deux femmes qui se chicanent, OK, ça arrive, mais qui se parlent et se réconcilient et s'élèvent, on me perd, puis on vous donne des mouchoirs. Là. Mais souvent, c'est bon que tu parles de ça, parce que souvent, on me demande tout le temps pourquoi tu es autant obsesse avec les Kardashians, mais je pense que c'est une des raisons. Oui, vraiment. C'est cette solidarité-là, puis c'est aussi, elles se soutiennent beaucoup, puis c'est aussi que on voit la réalité où elles se chicanent aussi sans cesse, mais il y a toujours après une réconciliation, une réparation, puis on voit cette réparation-là, puis on voit qu'ensemble, elles ont beaucoup plus de pouvoir, elles peuvent vraiment accomplir de grandes choses, tu sais, puis moi, ça m'inspire dans ma propre vie à justement faire la même chose. Écouter, accepter. Écouter, puis réparer les choses, nommer les choses aussi. C'est quoi pour toi les qualificatifs d'une bonne amitié? T'sais, mettons, moi, je pense à l'amour, le respect
Y a-tu d'autres choses pour toi qui sont primordiales? L'écoute. Arriver à l'heure. Ah, la Mais ponctualité. je dois dire que tu es arrivée à l'heure. Oui. Très Très ponctuelle, Sarah Maud. Mais ça, Non, c'est vrai. Sérieusement, oui, ça, mais c'est pas Je suis la d'accord. numéro 1. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis tellement d'accord. Mais je me répète, mais Pour moi, c'est la- une forme de respect aussi. Oui, là, oui, d'être vraiment. ponctuel, ouais. c'est la capacité à être vulnérable avec l'autre, à être vrai. Si t'es pas vrai avec moi, je pense pas qu'on peut être amis. C'est ça. Ça résonne. Ça résonne. Puis, tu sais, tu parles justement de coup de foudre amical. As-tu déjà vécu une rupture amicale? Oui, oui, Ouais. oui. Ouais, Oui. ça fait mal. C'est horrible. Ça fait plus mal qu'une rupture amoureuse, hein? Attends, C'est- les gars avec qui j'ai eu des ruptures, je m'en calisse d'eux autres. Je m'en calisse d'eux autres. Les filles, mes amis que j'ai pu, c'est mon Roman Empire. Ah ouais, hein? J'y pense à tous les jours. Un nouveau livre, Peut-être, une nouvelle série. peut-être. Mais c'est la chose la plus douloureuse. Puis, tu sais, je suis chanceuse, j'ai pas eu beaucoup de grands drames dans ma vie. Puis, tu sais, j'en serai toujours reconnaissante. C'est pas fini, de toute façon, ma vie, mais ouais. c'est vraiment une des plus grandes tristesses que j'ai vécues, c'est mes break-ups d'amitié avec des femmes. Parce qu'on dirait que de prendre la décision de ne plus être ami avec quelqu'un, c'est gros. Ah, moi, c'est- je pense que c'est- je m'en remettrai jamais de certaines relations. Puis surtout que ça se dit jamais. Fait que ça se fait On comme n'a pas soit d'outils. en chicane. C'est vrai ou- qu'on n'a pas d'outils. Ouais. Faut que tu en crées un Ouais. pour nous. Je vais travailler là-dessus. Non, mais parce que chaque fois qu'on parle de rupture amicale ici, c'est un sujet qui je pense que ça rejoint beaucoup de monde. Puis plus on vieillit, plus on commence à tous et toutes l'avoir Ouais. vécu un peu. Puis même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai peur de revivre ça parce que je sais à quel point ça fait mal. C'est drainant, Puis, puis- tu sais, à quel point, oui. Puis à quel point ça. Tu sais, les fois où je l'ai vécu, ça a tellement joué sur mon estime aussi. Puis je ressentais beaucoup de culpabilité. Ouais, la culpabilité, puis- c'est parce que tu as l'impression que tu abandonnes. Ouais. Puis, tu sais, quand tu as une rupture d'amour, là, on a des films, des séries, des chansons, C'est tellement vrai. Hey, on a tellement d'outils pour passer à travers une rupture amoureuse, tu sais. Puis quand tu as une rupture d'amitié, t'es pogné avec ça, puis tu sais pas quoi faire avec, puis tu as juste de la peine. C'est vraiment une immense affaire triste. Puis il n'y a rien qu'on peut dire pour vraiment aider quelqu'un qui vit ça en ce moment. Mais non, Je suis parce qu'en plus, désolée, c'est mais pas c'est comme- le temps, mais comment tu fais pour rompre avec une amie puis que ça soit doux, tu sais? Ouf, Parce je que sais pas ça, si ça peut existe. être tough. doux, tu sais, j'imagine. Ça peut être doux, évidemment, mais Oui. je pense pas que ça peut ne pas faire mal. Non. Tandis vivre qu'une la rupture douleur. amoureuse, des fois, c'est comme bye. Bye bye. Mais c'est parce que j'ai Ouais, l'impression que de trouver des amis avec qui ça connecte vraiment, c'est rare. tu sais. Ah ouais, vraiment. Que tu es compatible avec quelqu'un à 100%, une amitié, c'est Oui, puis rare. c'est tu sais. souvent avec ces femmes-là, ou ben, ces amitiés-là, que tu as été le plus vulnérable parce que tu n'es pas en séduction. C'est vrai. Ah, c'est vrai, ça. Fait avec les gars, pour ma part, il y a toujours une partie de moi qui est un peu comme, à part avec mon partenaire actuel, mais qui a toujours été un peu cachée. Tu sais, je suis jamais 100% moi. Tu sais. Parce que Tandis- le côté séduction, tout Ben le oui. temps qui est là. Sexuelle, séduction, Ouais. Romantique, mystère, ouais. romantique, tout ça. Insécurité aussi beaucoup, si tu veux pas tout te montrer. Tandis qu'avec une amie de fille, mon Dieu, je veux dire, t'as Ben, tu tout peux être vu, là. toi-même, ben tu sais, oui. tu m'as vu dans tous mes états, là. Tu sais, fait que je trouve ça. Ouais, Mais moi, je pense que vraiment- c'est ça qui est le plus triste, en fait. C'est que c'est les personnes à qui tu t'es dévoilé le plus que Ouais. là, finalement, du jour au lendemain, c'est Ouais. terminé. C'est Ouais. triste quand tu y penses. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, souvent, c'est pas concret. C'est pas comme il m'a trompé Non, ou c'est ça. genre, je voulais pas d'enfant puis il en voulait. Tu sais, c'est pas genre, c'est comme, tu sais, moi, souvent, ça m'obsède. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mais il y a quelque chose qui a brisé. Genre la vie, ouais. Mais c'est comme, c'est une obsession de savoir c'est quoi la cause, mais des fois, il n'y en a pas une de concrète. tu sais. Tandis qu'avec un Un gars, c'est plus... gars, c'est comme, bon, ben, t'as été de la merde, là. Tu sais, t'as été pas fin, tu m'as déçu, c'était un mauvais timing, on n'est pas tu sais, c'est comme plein d'affaires concrètes qui sont comme, on peut mettre dans des cases, tandis qu'en amitié, c'est comme, moi en tout cas, mes noir. break-ups d'amitié, c'était comme, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis dans toutes les thématiques que tu as abordées, l'amitié, l'amour, tout ça, quelle autre thématique là, tu voudrais aborder dans le futur? Quel autre sujet tu trouves qu'on parle pas assez, qu'il faudrait mettre de l'avant? Mais je suis tellement dans Belle-Fleur en ce moment que je suis Ouais. comme, j'ai tellement de choses à dire là-dessus encore. Tu sais, là, j'écris la saison 2. Fait OK, que, oui, c'est ça, sûr c'est ça, ouais. Ouais, c'est La sûr. saison 2 est confirmée. Oui. Puis là, ça va être, je pense, 10 épisodes de plus, c'est ça? Non, ça va être la même affaire. La même affaire. Ben oui. Wow!
C'est compliqué, là, changer les paramètres de la télé québécoise. Là. C'est pas comme aux États-Unis que tu peux faire un épisode de 15, un épisode de 46. Tu sais, c'est pas facile. Puis je le vois souvent dans les commentaires. Comment c'est trop court? Je suis comme, moi, mais c'est comme ça. C'est comme, non, au moins, ça existe. Au moins, il y en a. T'sais. Puis aussi, c'est long à écrire. Là, c'est beaucoup de travail. Fait que je pense qu'on n'a pas assez... On a encore plein de choses à dire sur comment réinventer la masculinité. Ouais. Ça va être infini. Là. On a beaucoup de travail à faire. Fait que c'est sûr que ça va m'habiter, puis ça va être dans un de mes chevaux de bataille. Une de mes missions. Une de tes missions, ouais. Puis tu sais, je pense que de créer des nouveaux modèles féminins... diversifié, ça sera jamais de refus. Là. On n'a pas parlé de toutes les femmes encore et on n'aura jamais fini d'en parler. La non-maternité m'intéresse encore beaucoup. Les femmes qui n'ont pas d'enfants ont très peu de voix dans la fiction, dans notre sphère québécoise. Je veux dire, on les connaît pas, ces femmes-là. J'ai envie d'apprendre à les connaître pour me trouver une communauté, peut-être. Yeah! Fait qu'on dirait que c'est comme des thématiques que j'aborde déjà. Tu sais, j'ai aucune révélation révolutionnaire. Enfin, comme je veux parler de ça. Mais ce qui me rassure, c'est que je continue de parler des choses qui m'habitent fort, puis je pense qu'il n'y aura jamais de fin à ces thématiques-là. Puis, dans le fond, de ce que je comprends, c'est parce que c'est ce que je vis aussi, on dirait qu'il y a plein de nouveaux questionnements que j'ai maintenant dans ma trentaine que j'avais pas dans ma vingtaine. Vraiment. C'est comme, il y a plein d'affaires que je pensais pas avant que maintenant je pense. Toi, ça serait quoi, mettons? Vieillir, je pense. Tu y penses à ça? Ben oui. C'est drôle parce que j'y pense aussi de plus en plus. Ah, oui, moi aussi. Mais vieillir, j'ai pas envie d'avoir peur de vieillir. J'ai envie d'être fébrile à l'idée de vieillir. Parce que, tu sais, je retournerai jamais à 23 ans. Là. Moi non plus. Fait que pourquoi je me dirais je veux pas vieillir si, dans le fond, la vie m'a prouvé que plus je vieillis, plus je m'aime. Fait que j'essaie un peu tu sais, quand on parlait de, c'est niaiseux, mais de botox, puis tout ça, tu sais, ou de vieillir naturellement, ça, c'est physiquement, mais j'ai aussi envie d'apprendre à vieillir d'une manière qui m'excite, puis qui est positive, puis d'écrire là-dessus aussi, tu sais, ça va toujours me fâcher de voir à quel point les hommes qui vieillissent sont valorisés, puis sont donc bien beaux, puis sont donc bien fins, puis ils ont donc bien compris tout, puis quand ils ont les cheveux gris, ils sont donc bien hot, puis tandis que quand une femme a les cheveux gris, elle est vieille, elle est conne, elle est fatiguée, elle est négligée. J'ai le goût de renverser un peu cette affaire-là puis de prouver que c'est un double standard de merde. Fait que, est-ce que tu as peur de vieillir ou non actuellement? En ce moment, ça va. C'est quoi tes réflexions là-dessus, mettons? On dirait qu'en ce moment, la seule chose que je vois puis qui change concrètement, c'est dans mon cerveau puis dans mon cœur puis c'est positif, tu sais. Fait que je me dis comme, c'est un privilège. C'est un privilège de vieillir, puis de vieillir en santé, puis de vieillir bien entouré, puis de... Fait que, tu sais, j'ai pas encore de gros deuil à faire, j'ai encore d'énergie, j'ai encore des projets, tu sais. Fait que pour l'instant, c'est positif pour moi, puis je fais des choix aussi qui sont... Tu sais, j'ai pas d'enfants, donc je fais plein de choix pour moi, tu sais. Fait que ça m'excite de vieillir en ce moment. Mais je sais que ça va... Tu sais, j'ai juste 34 ans, là, je suis pas vieille, là. En fait, je suis excitée de voir à 50, 60 ans, ça va être quoi mes œuvres. Parce que j'ai envie d'écrire là-dessus, mais là, en ce moment, je suis comme... Là, je suis pas vieille. Là. Ouais. Moi, j'arrêtais pas de faire des calls là-dessus. Je suis comme à 33 ans. Je suis vieux. Puis là, le monde écrivait tout le temps « Arrête de dire ça, t'es pas vieux. » Puis je suis d'accord qu'on est super jeune encore, mais je suis quand même nostalgique. Souvent, je me dis « Ah, mais là, j'ai plus 20 ans. » Ben, on traîne avec du monde vraiment plus jeune que nous. Au sens où, comme, tu sais, dans genre 7 ans, j'ai 40 ans. Moi, j'y pense à ça des fois. Puis, autant dans mon cœur, dans ma tête, je me sens vraiment mieux. Tu sais, ça serait de mentir que je le vois pas là, physiquement. Là, genre, tu sais, je le vois, j'ai l'air plus fatigué. Je me trouve plein d'affaires, mais reste. Nos hangovers sont plus. Je peux plus boire. Je peux juste plus boire. Je peux plus, ça prend 3 jours. C'est pas possible. Je fais juste boire un verre de vin et demi, estifie, ça prend 2 jours, maman. Ouais. Là, des fois, je me dis, je suis toute seule, finalement. Non, on est toutes là-dedans. Là. Ça confirme que c'est ça. Mais ça reste que, effectivement, c'est un privilège de vieillir. Mais je trouve que c'est facile de dire que c'est un privilège de vieillir parce que souvent, il y a quand même. En tout cas, mais tout ça pour dire que j'y pense. Là. Moi, c'est juste ça que je veux dire, c'est que j'y pense. Puis des fois, je me sens seule là-dedans du penser. Je suis comme, tu sais, j'ai juste 33 ans, mais reste que je le sens dans mon énergie des fois. On dirait, je le sens dans. Puis je veux, tu sais, puis je te l'avais dit l'année passée, je veux réaliser le plus de choses possible, aller en voyage, découvrir le monde, aller à la découverte des autres aussi. Puis
je pense que c'est une thématique, je pense, qui va être intéressante. Oui, puis il faut arrêter de répéter que notre vie arrête à 40 ans. Là. Oui, Tu sais, surtout en. 100%, mon Tu sais, Dieu. moi, vu que je suis une femme, j'y pense, puis je vois à quel point, dans la fiction, les femmes de 40 ans et plus font pas l'amour. Elles sont pas les belles femmes de la série. Elles sont. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai hâte d'écrire une série juste avec des femmes au-dessus de 50 ans qui triplent leur vie, là, tu sais. Puis Sex and the City le fait en ce moment avec Just Like That. Ouais. Selon moi, ils le font pas de la meilleure façon possible. Il manque un petit peu d'authenticité là-dedans, puis, tu sais, et d'honnêteté, mais moi, je rêve à une série sur des femmes au-dessus de... Je trouve que dans Just Like That, on en a parlé quelques fois ici, mais je trouve que oui, effectivement, c'est pas totalement bien exécuté, mais je trouve qu'il y a certaines choses qui sont très bien. Absolument. Aussi. Tu sais, j'ai encore vu des vidéos du tournage, il tourne la nouvelle saison en ce moment, puis elle a les cheveux gris, là, Sarah Jessica Parker, là, sur plusieurs shots, puis elle les assume et tout ça. C'est un beau balayage. C'est beau. Je me dis... Je me pose la question, c'est-tu forcé? C'est-tu vraiment authentique? Est-ce que vraiment dans sa vie, tous les jours, elle a les cheveux comme ça ou il pousse vraiment pour que... Mais je me dis, at the end of the day, l'image existe. Il y a des femmes qui voient ces images-là. Puis, même moi, en tant qu'homme, je vois ça puis ça m'inspire. Je trouve ça le fun. Vraiment. Fait que je trouve que c'est important. Mais effectivement, c'est pas normal que comme on pense à une série puis c'est la première et la seule, peut-être, qui me vient en tête. Oui, puis c'est aussi que, autant aux États-Unis qu'ici, quand tes protagonistes masculins ont 50 ans puis que leurs intérêts amoureux jouent des femmes de leur âge, mais qui ont finalement, c'est des comédiennes de 15 ans plus jeunes. Je comprends pas. C'était ma note éditoriale. On dirait que j'ai hâte à cette série-là que tu vas faire. Ouais. Là, je suis pas... Il faut que je vieillisse. Là. Est-ce que ça pourrait être toutes tes amies comédiennes actuelles que je voulais rôle? À suivre dans 20 ans, quand on va avoir tous de beaux cheveux gris. On va tout avoir 50 ans dans 20 ans? Oui. On va être super heureux et heureuses. Moi, je pense que oui. On travaille fort, puis on travaille sur nous. Sur quoi on devrait travailler, en général, selon toi, pour les prochaines années? En tant que génération, mettons. Nous trois ou... Non, mais notre génération, les gens de notre âge, les personnes qui nous écoutent, tu sais, on veut toujours être plus bienveillants, être de meilleures personnes, tu sais. Peut-être plus ouverts, là. Je pense qu'on ne sera jamais assez ouvert sur l'autre. Puis moi, la première, je veux dire, j'écris sur ma vie, là, tu sais. Je pense que je bénéficierais moi-même de m'ouvrir plus, puis toujours plus. Puis je pense que c'est ça qui va... Je trouve qu'il manque de solidarité dans la vie en général. Puis je pense que ça serait une belle force à acquérir. C'est un beau message, ça. Ouais. Le temps a passé vite, hein? Merci d'être venu. Merci d'être venu nous voir. Je veux rappeler qu'on peut voir cette série originale-là, Belle Fleur. Oui. Une série originale Crave que tu as écrit avec ton chum Nicolas, qui est disponible sur Crave et ça a été réalisé par Jeanne Leblanc. C'est une super série avec des acteurs qu'on adore. Je ne les nommerai pas tous et toutes. Vous les savez. Vous avez vu l'affiche. Marc-André Grondin, Sarah-Jeanne Labrosse, Charlotte Aubin. C'est ça, tu pourrais toutes les nommer. On les aime tous. Et aussi, on peut se procurer tes livres et je vous suggère fortement ce livre. Moi, ça m'a parlé beaucoup. Je pense que ça a parlé encore plus à Camille. Et en plus d'être cute, le livre, ce qu'il y a dedans, c'est très cute. Oh, merci. Et je te souhaite encore de longues années avec de beaux livres. J'ai plein de projets. De beaux projets. Ben là, c'est quoi tes projets? Non, mais dans le sens la où vous m'avez donné plein d'idées. Les ruptures amicales. Ben, moi, je vote pour un livre sur les ruptures amicales. Je pense que ça marcherait. Oui. C'est peut-être déjà en branle, tu sais pas. On va s'en parler off-cam. Peut-être que c'est de Jean Branle. OK, mais on va s'en parler off-cam. Puis j'aime ça, on dirait, ce petit logo-là. C'est Charlène Kepinski. Ça va m'haïr de... C'est comme là, vous le voyez peut-être pas parce que c'est loin, mais il y a comme un petit logo Sarah Maud Beauchesne. Ouais. C'est nouveau, ça? En fait, c'est la directrice artistique, designer graphique, Charlène, que tu as son nom que j'ai charcuté dans le livre, mais qui a tout créé l'identité, puis elle a même créé de toutes pièces la typographie. Ah ouais? Il y a une typographie faire la romance. C'est malade, c'est malade. Ouais. C'est très beau, puis... en tout cas, moi, je capote sur parce que tu sais que j'aime les trucs minimalistes aussi, puis je trouve que c'est vraiment, en même temps, il y a une touche très unique. Donc voilà. Merci, Sarah Maud. Merci à vous deux. D'être venue à La Vie sociale. Puis je pense que les fans de La Vie sociale vont capoter. Ils vont adorer. Vont avoir adoré. Puis nous, on se voit la semaine prochaine. Nous, je pense qu'on se revoit encore la semaine prochaine. Encore, on va être là. Encore, tel de vieux amis. Imaginez 50 ans, la saison 24. Épisode 823. On ne sait pas.
Merci. Et n'hésitez pas à partager l'épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le club social qui se trouve sur notre page Instagram. Oui, on le dit jamais assez souvent, mais si ça résonne en vous, ça résonne, puis ça vous fait penser à une amie, les discussions qu'on a eues, envoyez-leur l'épisode. Ça fait du bien. C'est un beau langage de l'amour de partager des podcasts. Ah, c'est beau. Bye. Bye, bonne semaine.